Madame, Monsieur, bonjour et merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Nous sommes le jeudi 22 août 2019. Adolphe Moudiki est à la SNH depuis 1993. Vous comptez, ça fait 26 ans. Yaou Aïssatou est à la tête de la SNI depuis 2003. Ça fait 16 ans. Mouté Abidias est à la tête du FNE, le Fonds national de l'emploi, depuis 1991. Ça fait 28 ans. Ella Evina est à la tête du CNEMA, le Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole, depuis 1974. Ça fait 44 ans. Joseph Tedom est à la tête de l'INS, l'Institut national de la statistique, depuis 2001. Ça fait 18 ans. Hubert D. Sambon est à la tête de l'ANIF depuis 2005. Ça fait 14 ans. L'ANIF, Agence nationale d'investigation financière. Et puis, Monsieur Ebo Eno est à la tête de l'Antique. Vous savez, c'est l'Agence nationale des technologies de l'information et de la communication depuis plus de 9 ans. Voilà, madame, monsieur, ces nombreux DG illégaux qui sont toujours à la tête de nos établissements publics et entreprises publiques, alors qu'on sait que depuis 99 et cette loi qui limitait leur mandat à 9 ans, laquelle loi a été reprise en 2017 en maintenant cette limitation des mandats à 3 ans renouvelables au maximum 2 fois. Ces nombreux DG sont comme vous le savez, donc toujours en poste et sont illégaux et sont à limoger. On doit le dire comme ça. On va dire que maître Timban Bomo Christian, avocat au barreau de Paris, était ce matin sur Radio Equinox. Il a clairement dit que les actes pris par ces nombreux DG là sont nuls et de nul effet, et que toutes les banques qui seraient complices de transactions financières avec ces DG là pourrait être poursuivi plus tard pour détournement de deniers publics, puisque l'argent drainé par ces entreprises et établissements publics, c'est de l'argent public. Donc, il est question ce matin de maintenir la pression pour que, enfin, l'on respecte nos lois dans ce pays. La loi 2017 sur portant statut général des établissements publics et entreprises publiques, 2 lois au Cameroun, et ces décrets sortis, publiés tout récemment le 19 juillet, qui demandait donc à ces personnes-là de tout de suite rendre leur tablier. Ce n'est toujours pas le cas. Ces personnes-là, d'ailleurs, doivent le comprendre à leur risque et péril. On va dire que Monsieur Jean-Pierre Kédi de l'Arcel, qui lui avait compris les enjeux, avait clairement notifié et signalé qu'il était lui déjà passé sous mandat à expiration. Il a été remplacé hier comme DG de l'Arcel, ce qui montre bien que les choses avancent dans ce pays, quoi qu'il arrive, quoi qu'on dise, madame, messieurs. L'équipe est en place comme chaque matin. Nous ferons tout pour décrypter comme il le faut l'actualité et les faits de ce pays-là. Et le panel, comme chaque matin, va se livrer à cet exercice ô combien passionnant, ô combien républicain, ô combien citoyen. D'abord, vous, monsieur Batchou Chalamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Équilibre régional, équilibre politique ou équilibre de position ou de positionnement. Telle est la question aujourd'hui que se pose le commun des Camerounais. Au vu de la dernière publication des listes d'admissibilité à l'ENAM, trop de positionnement, trop d'aspects politiques qui ressortent, trop de noms à répétition qu'on voit. Qui a le mérite donc finalement de se retrouver là? Celui qui a constitué ces dossiers ou bien celui qui est fils à papa? La question ne cesse de se la poser, mais ça commence un peu à trop bien faire. Moi, je vous pose une question, Chalabel. Est-ce que dans ce pays, lorsqu'on devient ministre, ses enfants deviennent on va dire subitement très intelligents? C'est pour ça que j'ai dit équilibre de positionnement. Parce qu'on est perdu, monsieur Eric Fopoussi. Équilibre de position ou de positionnement, équilibre politique ou équilibre régional. Finalement, on se perd à travers ces mots. Parce qu'au vu de la dernière liste,
trop de fils à papa, c'est à se demander, mais bon Dieu, tout ce qui constitue le dossier, c'est pour accompagner, autant mieux restituer cela et faire de cette classe et de cette école une école élitiste, des fils de ministres, des fils de députés, des fils de directeurs. On s'en tient là. On sait qu'on ne regarde plus de ce côté. On va souffler à l'école normale, monsieur Eric Fopoussi. Et pourtant, hier, tout le monde semblait saluer le fait que le DG, le nouveau DG de l'ENAM, soit allé lui-même à la CRTV déposer ces résultats-là. Il a porté lui-même la chemise des résultats pour aller déposer lui-même. Il n'a envoyé personne. On a pensé qu'il y avait quelque chose derrière. On voit très bien que les listes sont déjà sorties et que les noms se répètent. Alors, il faut dire que si l'admissibilité à l'ENAM était une maladie, il est curieux de remarquer que cette maladie est héréditaire. Monsieur Mbadjou, Charles Hamel, qu'on va retrouver à 10h30 pour sa colère quotidienne sur ce plateau 10-12, le Zénith, Madame, Monsieur, sur Equinox Télévision. Également sur le plateau, vous, Karine Sontia, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. J'ai le regret de vous annoncer que si vous n'avez pas un parent ministre, un parent délégué, un parent directeur général, vous ne serez rien dans ce pays, encore moins. Vous n'oserez envisager un jour entrer à l'École nationale d'administration et de magistrature au Cameroun. D'accord, vous faites allusion là à Monsieur Jean de Dieu Momo, ministre délégué auprès du ministre d'État en charge de la justice, dont il y a un nom qui ressemble étrangement au sien. Et ce nom-là, étrangement, a été retrouvé dans une publication de 2017 où l'on félicitait sa fille. Ce nom-là, curieusement, également, est retrouvé partout dans ce concours-là, dans la session auditeur de justice, pour être magistrat, vous savez. Donc, on voit très bien que tout cela se passe sans que personne ne lève le petit doigt. On est bien surpris que ce pays fonctionne comme ça. Souvenez-vous que l'an dernier, à la même période, nous évoquions le même sujet et nous disions à l'époque d'ailleurs que comment ces ministres, ces délégués généraux, ces directeurs généraux et ces députés-là, qui ont tous les moyens de la République, ne peuvent pas envoyer leurs enfants dans les grandes écoles où on sort ingénieur, vous savez, où on devient ingénieur spatiaux, où on va à la NASA, on va dans les grandes écoles, parce qu'ils ont les moyens d'envoyer leurs enfants à HEC. Ils ont les moyens de faire que les enfants aient des MBA et bossent dans les grandes multinationales. Pourquoi venir encore s'accaparer ces fonctions-là qui, comme vous le savez, sont réservées à les Camerounais? En tout cas, on aura l'occasion d'en parler, madame, messieurs. Nous aurons tout à vous dire là-dessus parce que ça crée beaucoup de frustration dans ce pays. Également sur le plateau ce matin, vous, Boro Bengan, bonjour et bienvenue. Bonjour, Monsieur Fopoussi Negou. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Vos remarques vont penser que le Cameroun est malade. Effectivement, le Cameroun est malade. C'est pour ça que moi, je vais en pharmacie. Monsieur Fopoussi, j'étais en pharmacie hier. 4 pharmacies pour acheter un produit à une de mes connaissances. L'Arcaltil 100 mg. Bien sûr, ménage des problèmes de vie. À la Quintini, ça coûte 6 450 francs. Mais dans les pharmacies privées, ça coûte 3 835 francs. La moitié. Oui, la moitié pratiquement. Je suis rentré à la Quintini et dit que mais un hôpital public, pourquoi on vend si cher ce médicament? Jusqu'à 6 000. On dit que le prix est fixé par le top management. Donc il n'y a plus de prix homologué dans les pharmacies. L'Arcactil 100 mg coûte 6 450 à la Quintini, mais dans les autres pharmacies, c'est 3 835 ou 3 850 francs. Voilà comment on fait. Donc, lorsque vous voulez donc acheter prochainement, vous avez une ordonnance, n'achetez plus au sein des hôpitaux publics. On va vous couper la tête, monsieur Fopoussi. En plus de l'accueil qui est ce qu'il est, du traitement qui est, et de tout environnement, même les médicaments ne peut pas être. Et Charles Hamel nous en faisait état ici un jour en disant qu'il ne comprenait pas. J'ai vu ça hier. Charles Hamel. Voilà. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Je ne sais pas. La recherche de l'argent, je ne sais pas. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? Moi, je me pose des questions. Je veux dire que... Et vous savez, c'est intéressant. Peut-être qu'ils font le... Vous savez, dans ce pays, il ne faut jamais sous-estimer les gens. Hein? Peut-être qu'ils font le calcul que, bon, comme vous êtes malade à l'hôpital, oui. et que vous avez une ordonnance à gérer à l'hôpital,
les frais de transport que vous allez avoir en sortant pour la pharmacie, on met ça une fois sur le prix du médicament. Oui, sûrement. 3 puisque c'est 6400 quelque chose. Avec toutes les pharmacies qui sont à quoi? Tu payes le transport 3000? Je vous dis, il ne faut pas sous-estimer les gens. Hein. Oui, Faut pas tout à sous-estimer. fait. Dans ce pays, j'ai appris à ne pas sous-estimer Et les gens. M. Moukoko nous avait d'ailleurs fait, vous avez Oui. raison de relever Oui. ça. Surtout quand ces personnes-là ont des noms de professeurs devant leur nom. Il ne faut pas les sous-estimer parce qu'ils ont toujours, on va dire, la possibilité de vous sortir une explication qui sort du ciel, tout simplement. Voilà. Donc, merci. Merci, Maman Brigade, pour cette alerte ce matin. Alerte générale également, comme je vous l'ai dit ce matin, sur les DG illégaux qui ont passé plus de 9 ans à la tête des entreprises publiques et établissements publics. Alerte générale lancée ce matin sur Radio Equinox par Maître Christian Timban Bomo sur les actes illégaux que ces DG-là pourraient porter et surtout les risques de poursuites pénales pour détournement de fonds publics que cela pourrait avoir dans les mois, années à venir. Parce que vous savez que la justice ne s'arrête pas forcément sur les coups d'un soir, pour parler trivialement. Madame, Messieurs, démarrons le programme de ce matin par son entrée et par la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour, contée par vous, Dominique Audrey Oyengelek. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous transporte dans une concession où on a 2 voisins. Il n'y a que 2 locataires dans cette concession-là. On a un des locataires qui a une famille nombreuse, ils sont dans des studios, donc ils sont 5 dans ce studio, en plus des parents, donc ça fait 7. Et juste à côté, il y a un voisin, le mystérieux. Il vit tout seul, il sort le matin, il rentre le soir, personne ne le voit quasiment jamais, donc il passe très peu de temps chez lui. Il y a sensiblement 1 mois, le fils du voisin à la famille nombreuse est entré dans la maison du voisin mystérieux et on ne sait pas trop par quelle alchimie, il a fait tomber le panier qui contenait la vaisselle. Tous les plats se sont cassés. Le voisin mystérieux, il s'est un peu vexé, mais il a dit, bon, c'est un enfant, ça peut arriver. Et autre s'est passé. Sauf que quelques jours plus tard, il retrouve le petit garçon qui lui a cassé toutes ses bouteilles de liqueur. Toutes ses boissons, puisqu'il y a une petite armoire dans le salon où il prenait parfois une bouteille de croquettes qu'il donnait à l'enfant. Donc on a supposé que l'enfant voulait aller prendre les croquettes là-bas et le vin s'est cassé. Il a interpellé la mère de l'enfant, il lui a dit vraiment, il faut suivre l'enfant, il est venu me casser mes bouteilles de whisky et autres. Vraiment, la mère s'est confondue en excuses et c'est passé. Sauf que hier, pendant qu'il prenait sa douche, il a laissé la porte d'entrée entrouverte. Il prenait son bain naturellement. Et lorsqu'il sort, il trouve son écran de télévision fissuré. Et le petit garçon était passé par là, il a cassé avec une bouteille. Et je rappelle que la télé coûte sensiblement 400 000 francs. Il est allé voir la mère de l'enfant. Il lui a dit, je vous ai demandé de contenir votre enfant. Voilà, maintenant il a cassé ma télé. Parce que l'enfant a cassé la télé, il a fui. Il allait rester à côté de sa mère, tranquille. L'enfant a 5 ans. Et sa mère dit que jamais, est-ce que vous avez une preuve de ce que c'est mon enfant qui est venu casser votre télé? C'est parti en insultes et tout. Elle a crié et autres. Personne n'a jamais su quelle était la fonction du monsieur, du voisin mystérieux. C'est hier donc qu'il a fait savoir à ses voisins qu'il était un anti-gang et qu'il leur donnait jusqu'à aujourd'hui pour réparer ne serait-ce que la télé. Pour le reste, ça peut passer. Mais que si ça ne se faisait pas, la mère de l'enfant se ferait enfermer à cause notamment de son attitude. Donc c'est le père de famille, le père du petit garçon qui est venu. Il aimerait savoir vraiment comment il peut faire et si on peut l'aider à trouver une solution pour que sa femme n'aille pas en prison. Et là, ça soulève la question de comment est-ce qu'on contient nos enfants lorsqu'ils sont en bas âge et qu'on sait qu'ils peuvent faire des gaffes chez les voisins. C'est intéressant parce que, d'abord, première chose, vraiment, que les gens arrêtent dans les quartiers d'intimider les Camerounais. Je pense que le chef de l'État nous écoute. Même le chef de l'État lui-même n'a jamais intimidé ses voisins. Encore moins qu'on soit anti-gang ou qu'on soit... Vraiment, arrêtons parfois d'intimider les Camerounais. Nous sommes tous citoyens d'un même pays. On n'a pas un pays de rechange. Il n'y a pas un Camerounais qui a un pays de rechange pour dire que bon, si je suis Camerounais, je peux être d'un autre pays. Non. Nous avons tous un seul et même pays, du moins pour nous autres qui avons choisi d'être Camerounais. Donc que les gens arrêtent parfois d'intimider leurs voisins au quartier en se parant d'oripeaux et de postes qu'ils ont. Parce que la vie
vanité, tout est vanité. Les gens doivent arrêter ça. Que vous soyez... Et c'est très récurrent dans ce pays. Et parfois, à Yaoundé, vous avez des gens qui vous disent que... Tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis. Comme si le qui ils sont fabrique le monde. Je ne sais pas, arrêtons souvent ça. Donc, premier élément. Deuxième élément, ce voisin m'a tout l'air d'un psychopathe. Hein. Permettez-moi d'être franc et cash. Il m'a tout l'air d'un psychopathe. Ah bon? Mais oui, je veux dire que... Non, mais si vous avez décidé d'être mystérieux, restez-le jusqu'au bout. Allez jusqu'au bout de votre logique. C'est quoi de laisser sa porte ouverte tout le temps alors qu'il sait qu'il y a des enfants? Non, mais attendez, je suis locataire, vous n'allez pas m'obliger à fermer ma porte. Arrêtez. Vous savez que les enfants sont ce qu'ils sont. Et ça se comprend. Il est psychopathe, ça se comprend. Parce qu'il ne sait pas ce que c'est que les enfants. Je veux dire qu'il n'a jamais su ce que c'est qu'un enfant. C'est à dire s'il est né grand. Parce que toute personne qui a un enfant sait que les enfants, ça se balade partout. Les enfants, ça entre partout. Les enfants, ça fait ci, ça fait ça. Les enfants, ça casse. Donc, il faut prendre des dispositions préalables. Non, il doit prendre des dispositions. Donc, voilà. Comme vous voulez qu'on aille dans le débat, alors tout de suite dans le débat. Alors, je commence par vous, Robégan, sur votre lecture de l'histoire de ce matin. Non, cette histoire soulève beaucoup de problèmes, beaucoup de questions. Oui. Et, premièrement, sur l'anti-gang en question, non, c'est normal. Vous savez, dans les corps d'élite, ceux qui sont dans les services de défense et de sécurité, les corps d'élite, en principe, on ne les connaît pas. On ne doit pas connaître des visages. Donc, il peut rester là avec vous tout le temps. Donc, et c'est d'abord ça. Donc, mystérieux voisin, oui, il doit être mystérieux parce qu'il appartient à un corps spécial. Et je dirais même un corps spécialisé, un corps d'élite en matière de sécurité. C'est logique. Deuxième chose, je pense qu'il a admis l'enfant. Donc, c'est un bon voisin, en fait. C'est-à-dire, il sait qu'il est là, il a mis des enfants. Mais là où il a commis l'erreur, justement, c'est que on casse les bouteilles, on fracasse toute la vaisselle et tout, mais il ne prend pas de dispositions, sachant qu'il a adopté cet enfant, c'est son ami, c'est son fils. Bon, il s'est dit, mais pourquoi il a donc baissé la garde, sachant que oui, mais j'ai souvent mon ami avec qui un man de croquettes, mais chaque fois, il peut me casser les bouteilles et l'enfant peut même se blesser. Parce que ça aussi, je partage votre point de vue, il a oublié le fait que l'enfant peut, en le faisant, il peut aussi se blesser et peut-être gravement. Dieu merci, on n'en est pas arrivé là. Bon, mais ce que je veux lui dire, c'est que, et à la femme en question, oui, peut-être parce qu'elle a vu que le coût, ils n'ont peut-être pas suffisamment de moyens. Elle se plaint. Mais oui, non, là, dans les relations de bon voisinage, on négocie. Vous réparez la télé, son poste de téléviseur. Je ne vois pas où il y a un problème. Mais l'autre, il répare. Je souhaite même que son mari intervienne et demande, même s'ils n'ont pas les moyens là pour pouvoir réparer des trucs, qu'ils lui demandent pardon, que peut-être de manière progressive et graduelle, ils vont trouver le moyen pour réparer ce poste de téléviseur. Non, il faut garder des relations de bon voisinage. Et lui aussi, de savoir que s'il n'est pas marié, donc, effectivement, ses enfants. Je vais terminer par deux choses. Oui. En 2002, en France, il y a des gens qui se permettent d'avoir comme animal de compagnie les serpents, le boa. Et un boa a avalé un enfant du voisin. Oui. Et il leur était interdit de tuer ce boa. Donc on ne dit ce boa que par une, comment vous appelez ça, ordonnance de justice et tout. Mais il a avalé l'enfant. Un enfant. J'étais officier, je dis, ça m'arrive, je tue le serpent. Ouais. C'est bien que l'enfant est déjà mort, laissé dans son ventre. On tue l'enfant. L'autre chose, j'ai également une voisine comme ça, qui avait une seule fille. Ils ont levé là, vraiment avec son mari, seule fille, mais c'était nickel chez eux, vraiment et tout. Quand il a commencé à avoir des petits-enfants, c'est vu que sa petite fille venait, quand elle a dressé son lit, c'est là où sa petite fille vient faire transformer son lit en gymnase pratiquement et tout. Et chaque fois, ça l'offusquait et tout. Et c'est son mari qui lui dit, mais maman, tu es déjà devenu un bombo, mais comment tu veux qu'elle s'amuse où? Voilà. Et elle s'en offusquait au point où
j'imagine que si c'était la petite fille du voisin ou de quelqu'un d'autre, elle aurait fait un problème d'État. Donc, il y a des gens peut-être qui n'ont pas encore intégré un certain nombre de choses, mais je pense que pour le cas ici, qu'ils négocient. Je reviens à vous. Hein. Oui. Vous savez, moi, vous avez dit au début qu'il est normal pour certaines personnes dans les corps d'élite des forces de défense et de sécurité de se cacher. De se cacher. Oui. Mais, sauf qu'on est en face d'un monsieur qui ne s'est jamais caché. Si. Puisqu'il vient de dire qu'il est quoi, c'est quoi? Oui, après son téléviseur. Non, mais il dit, mais il va rester caché jusqu'à pas la fin. nécessaire qu'il le dise. Non, il s'est retrouvé face à une femme qui a commencé à voilà, au départ, on casse la vaisselle, m'a dit non, excuse cet homme, on casse les bibles. Mais ici, bon, il gagne combien? Mais bon, il s'est dit, c'est le ton de sa voisine, la mère de l'enfant. Maintenant, donc l'enfant a su qu'il a fait une mauvaise chose. Il est venu se réfugier auprès de sa maman. Quand elle lui dit, mais mon ami, qu'est-ce que tu as fait? Non, laisse, voilà. Bon. Il est venu avec quel ton? Peut-être aussi ça. Mais pour ce téléviseur, c'est vous qui avez écran plasma, je ne sais pas combien ça coûte, mais ça doit être cher, comme on l'a dit, près de 500 000 francs. Donc, à première vue, il est offusqué. Oui. Il est coléré, donc ça arrive, c'est normal. Il sort de son devoir voilà, de confidentialité. C'est la réponse de la mère de l'enfant. Il me dit, mais madame, même là où je vous disais, je peux vous arrêter. Peut-être que, voilà, elle a dégamé. Donc, on dit aussi... Et il vous arrête sur quelle base? Non, je ne sais pas. Je veux dire que... Dans ce pays, et c'est ça dans ce pays, les gens pensent qu'ils peuvent violer les lois. Et on la femme a dégamé. C'est pour ça qu'elle l'a amené à sortir les muscles. Oui, qui peut l'arrêter? Oui, à sortir les muscles. Mais c'est pour ça que j'ai dit non, calme les muscles, négocie, attends que papa vienne, le papa de l'enfant, vous allez, il faut adopter l'attitude que tu as adoptée par le passé lorsqu'on a cassé la vaisselle, lorsqu'on a cassé et tout. Mais je pense que c'est la colère, on peut contenir la colère. D'accord. Je ne pense pas qu'ils iront très loin. Bon, non, mais tel qu'on le voit là, il m'a tout l'air de quelqu'un qui va aller très très loin. Chalamel. Monsieur Eric Fopoussi, je doute fort que dans une maison, vous connaissez que c'est le trou par lequel les rats entrent pour vous dévaster la marmite et vous aider à agrandir le trou. Vous devez bloquer ce trou pour empêcher les rats de franchir votre seuil. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que le gars voit son brigand quotidien. Il est à la douche. Il observe prendre la bouteille. Il le voit aller sur son placement. Il le laisse frapper 1, 2, jusqu'à fissurer. Mais monsieur Fopoussi, c'est lui le problème. C'est lui le problème. Non, mais comment... C'est élémentaire. Non. C'est vous qui avez raconté tout à l'heure, c'est pas moi. Monsieur Mbachou. Il a laissé entrevoir la douche. Non, donc la porte d'entrée. C'est la porte centrale. Il a vu son brigand entrer. Il l'a vu entrer. C'est vous qui avez raconté l'histoire. C'est vous qui avez raconté l'histoire. Vous avez mal entendu. Il n'a pas dit que ça. Je suis désolée. La porte centrale était entrouverte. Non, quoi qu'il arrive, il sait que son ami il a trouvé la régulièrement. Et logiquement, il sait que s'il trouvait la bouteille ici à cet endroit, c'est cet enfant qui a cassé. Donc, il l'a vu ou pas, Chalamel, vous avez raison. Il sait que son ami est souvent. C'est lui le problème, monsieur il faut aussi. Qu'est-ce qu'il ne vous dit pas que dans la nuit, il a discuté avec l'une de ses Djomba, il a fissuré lui-même la Djomba dans un élément de colère, a envoyé un coup de pilon sur le téléviseur. Sachant qu'il a son brigand, il met sur le brigand. Regardez un enfant de 5 ans. Quelle est la force qu'un enfant de 5 ans peut avoir? Renverser encore, oui. Mais quelle est la force qu'un enfant de 5 ans peut avoir pour briser un écran plasma? Je ne vous parle pas d'un écran LED. Je vous parle d'un écran plasma. Il faudrait qu'il ait armé son coup de poing comme Superman. C'est quoi la différence entre un écran LED et un écran... L'écran LED est plus léger que l'écran plasma. D'accord. L'écran plasma, lui, il est fait avec une matière plastique. L'écran LED, lui, il est plus petit, c'est les cristaux. Donc c'est plus facile d'endommager le LED que le plasma, monsieur Eric Fopoussi. D'accord, très bien. Donc il faudrait plusieurs coups qu'il ait armé le poing comme Superman ou bien qu'il l'ait frappé à des répétitions au même endroit. Dans monsieur Eric Fopoussi. Il voulait tuer la mouche, le cancre là aussi, c'est pas moi quoi, sur cet écran. Non, qu'on dise les choses. Je peux être d'accord que l'enfant en allant jouer à la cuisine, les enfants en voulant grimper,
il a arrêté l'assiette, je sais pas moi, le porte, c'est les femmes qui me disent, mais ça, le porte-plat, ça a glissé. Je peux comprendre ça, je suis d'accord. Je peux comprendre qu'il a essayé de grimper, l'armoire, les liqueurs, tout sont tombés. Je peux comprendre. Mais la télévision, quand même, au premier coup, lorsqu'on entend le premier coup, la lumière, est-ce que c'était allumé? Qu'on dise qu'il a même vu un dessin animé ou quelqu'un qui... Non, dans tous les cas, ça sonne mal, monsieur. C'est un monsieur qui veut les problèmes. Oui, et même pas, même pas ça, c'est que ce monsieur menace les gens au quartier. Voilà. On doit dire à son chef, non, on doit le dire à son chef. Comme directeur, vous avez des éléments vous vivez qui nous mènent la vie dure au quartier. Vous vivez même dans certains qui nous quartiers avec des éléments. La crainte. Moi j'ai vécu avec un monsieur Rifopoussi, qui était dans comment vous appelez ça, qui était dans une section de la police. On a vécu pendant 5 ans dans une concession, je n'ai jamais su. Je n'ai jamais su. Absolument. Il sortait, il se changeait à son lieu de service, en rentrant, il reprenait les mêmes habits. Je n'ai jamais su. Jusqu'au jour. Et même quand il a un problème, oui, il ne met pas ça devant. C'est le plus humble. Oui. Il supplie même. Qu'est-ce qu'il a venu dire que je suis un anti-gang, je suis ceci. Ça n'a rien à voir. Et encore que c'est les rapports de voisinage. Monsieur Rifopoussi, les brousses, les villages, il y a une seule chose que les villages se partagent. C'est les singes et les chimpanzés. Vous ne pouvez pas dire que ça vous appartient. Aujourd'hui, il a encore exemple. Demain, il traverse, il a encore. Après, il traverse. C'est la seule chose que se partagent les différents villages. Donc, si vous êtes dans une concession comme celle-là, ne dites jamais que vous n'allez pas causer avec votre voisine. C'est l'enfant qui, un matin, va ramper, venir s'agripper sur vous. C'est l'enfant, vous allez entrer, vous allez voir l'enfant courir, faire yayato. Vous allez repousser cet enfant. Non, ça va commencer par être des blagues. À la fin, vous allez tellement mystérieux que vous allez vouloir partager les bonbons. Chaque jour, l'enfant vient guetter. Tu mets la main, tu prends les bonbons, tu donnes. Le jour qu'il vient guetter, ne te voit pas. Il sait que fais quoi, tu devras lui donner le bonbon. Et il va se servir. Donc, c'est nous qui avons inclus cela. Vous ne voulez pas voir les gens chez vous, fermez votre porte. Et imaginez, puisqu'il est anti-gang, et que quand on est anti-gang, forcément, on a les arbres, on a tout ça. Imaginez que l'enfant soit entré et soit tombé sur une arme et ait dégainé et se soit tué lui-même. Vous savez, imaginez là, quelle imprudence. J'ai eu un oncle qui était... non, mais on garde les armes à côté de tout le monde. Oui, il était médecin militaire, M. Rifopoussi. Chaque fois qu'il rentrait, il enlevait son arme, il mettait sous le canapé, sous son siège. Oui. Donc chaque fois qu'il rentrait, il mettait ça là en dessous. Parfois, il se couchait, parce que plusieurs fois, il dormait là, c'est à 2h, 3h qu'il regagnait le lit. Donc il y avait parfois des bandits qui passaient, il savait là où il avait mis. Vous dites ce que vous dites, vous êtes pertinent. Il y a des gens qui parfois laissent ça sous le canapé. Il y a des endroits stratégiques où il laisse, sachant qu'à tout moment, s'il est super. C'est un gars dégueulasse, il sait où il va récupérer. Donc c'est probable que cet enfant pouvait mettre la main là-dessus. Donc ce monsieur est dangereux. Oui. Il est dangereux. Je crois qu'il faudrait qu'il y ait une enquête psychologique sur lui. On essaie d'étudier pour se rendre compte. Est-ce que c'est pas lui le psychopathe? Non, c'est le psychopathe. C'est le psychopathe. On a tous vu, on a tous regardé des films où vous voyez un monsieur qui vit tout seul, il ne s'est jamais marié, mais vous raconte ce que ce monsieur a fait. Vous dites que c'est normal, il avait tous les éléments, tous les éléments pour faire ça. Oui, alors, Karine, quel est votre regard? C'est vrai qu'on peut s'interroger sur la responsabilité des parents, puisque c'est un mineur qui a fait ça, donc il y a la responsabilité des parents qui est engagée, mais comme on l'a dit, il y a des circonstances atténuantes qui peuvent être avancées. Dans un cas comme ça, le mieux c'est d'aller à un arrangement à l'amiable que de gonfler le torse. Et on voit très bien que là, dans cette histoire, est-ce qu'il y a un moyen pour les parents d'empêcher leurs enfants d'aller chez le voisin? Est-ce qu'il y a un moyen? L'enfant, non, c'est impossible. C'est impossible. Et c'est même lorsque... C'est même lorsque votre enfant commence à casser ailleurs que vous pouvez maintenant lui apprendre ce que c'est que la chose de l'autre. Je dis à casser ailleurs parce que pour vous, ça ne va pas vous déranger. Ça veut dire que si l'enfant prend mon téléphone et casse, je vais juste gronder un peu et passer. Mais si c'est le téléphone de quelqu'un d'autre, je vais lui dire, voilà, à partir d'aujourd'hui, quand quelque chose n'est pas pour cette maison, tu ne touches pas. Voilà. C'est à la maison non. Tu ne peux pas le dire à un enfant tant qu'il ne l'a pas fait. L'enfant a 5 ans, il a l'âge de casser. Je dis, à 5 ans. Dis que c'est l'âge de la découverte. Ouais. L'enfant veut tout il a l'âge de casser. Vous chauffez la voiture, il veut décomposer. Normalement. S'il y a un chauffeur dedans. C'est pour ça que c'est à l'âge là qu'on donne des jouets aux enfants. Des jouets où on monte des voitures, des jouets où on monte des maisons. Parce qu'il a l'âge de détruire et de refaire. Oui. Dans sa tête, peut-être, si l'enfant l'a fait, peut-être qu'il voulait voir ce qui est derrière la télé. Peut-être la télé était en marche. Il voulait voir ce qui est derrière. Oui. Peut-être que les personnages qui sont derrière peuvent toucher. Peut-être la télé est plus grande que la télé qui est dans leur maison. Ils voulaient découvrir.
L'enfant est à l'âge de ça, c'est normal qu'il le fasse. Est-ce que c'est bien qu'il l'ait fait? Non, ce n'est pas bien. Mais est-ce que c'est normal? Oui, il a l'âge de le faire. Maintenant, par rapport à ce voisin qui menace les gens avec son titre, c'est du pipeau, c'est n'importe quoi. Il n'a qu'à le dire à qui veut l'entendre. Parce que maintenant, on est dans une société où chacun peut se prévaloir de son petit pouvoir où il se trouve. Dans une mini-cité où vous avez réussi même à faire en sorte qu'un enfant vous aime. Parce qu'il a fait ça, vous vous mettez devant sa maman pour lui dire que vraiment, vous savez qui je suis anti-gang, hein, donc je peux faire ce que je veux de vous. Mais non, ce n'est pas comme ça qu'on réagit. Il y a des enfants ici dehors qui sont partis, j'ai des enfants peut-être de 15 ans, qui sont partis ouvrir le moteur des gens, décomposer le moteur des voitures des gens. Mais là, tu ne les fais rien. Tu vas faire quoi? Parce que c'est ton voisin. Même si quelque chose t'arrive à minuit, c'est la première personne à se lever pour réagir. Vous n'avez même pas vu on peut demander les excuses à la part de l'enfant. C'est ça. C'est pourquoi donc c'est le fait de dire l'anti-gang qui offusque. Maintenant, justement, si vous vous offusquez, ça veut dire qu'en cas de bandit qui arrive auquel on ne peut plus faire appel à lui. C'est ce que vous voulez dire? Lui aussi peut être attaqué, il n'arrive pas à se défendre, Bombo. C'est possible, mais d'ailleurs lui, qu'on interpelle le premier. On n'a jamais su. Non, je veux dire, là au moins quand on le sait maintenant, pour le gré de la colère, ça veut donc amener les gens à se tasser. Ce n'est pas dire que c'est qui monte de temps. Vous savez ce qui me fait, vous savez ce qui me fait mal. Vous savez ce qui me fait mal. Ce qui me fait mal, c'est la peur, parce qu'il le fait devant l'enfant. C'est la peur qu'il va désormais susciter face à l'enfant. Non, l'enfant a cassé, il est allé fuir. Ce n'est pas lui qui a fui, fait fuir l'enfant. C'est qu'il fait. L'enfant a su qu'il a fait quelque chose de pas bien. Voilà. Il est allé se réfugier. C'est l'échange qu'il a avec la mère de l'enfant. C'est l'échange qu'il est en train d'avoir avec la mère de l'enfant qui dérange. En étant enfant, les premiers téléphones. Absolument. On lançait les cailloux. C'était sur les toitures. C'était les vitres des maisons. Lorsque ça fait pas, on dit tu as cassé. On prend le plat de quelqu'un. C'est toi. Absolument. Dès que tu entres dans la maison, on te voit, tu as courant. On dit, mais il a courant, il y a quoi? 10 minutes plus tard, on voit on dit, c'est lui. On dit ça ici, c'est que tu as fait la mode. Et comment réagissait papa? On te blâme d'abord. Voilà, on te blâme d'abord. Et tout, ça baisse la colère de il vient de lancer le caillou. On dit, tu as lancé le caillou là-bas, tu faisais quoi? Non, on était en train de jouer, et puis le caillou est parti comme ça. Le père commence à te frapper là. Après, il dit, mon voisin, on va faire comment? Voilà. Et puis, non, comment j'ai vu, tu as puni l'enfant, ça va, la vitre ne compte pas 600 euros. Mais vraiment, de grâce, il faut que l'enfant évite. Voilà comment ça se gère. Il fallait attendre le papa pour gérer ça. C'est le père de l'enfant qui vient pour. Non, c'est la mère qui a gueulé. La mère a engueulé. Il a d'abord posé le problème à la mère. On ne gueule pas. C'est là où le problème commence. Quand vous savez déjà que dans une situation pareille, vous êtes dans le tort, le mieux c'est même de ne même pas parler. Si vous ne savez pas parler. Si cette femme avait été bien éduquée, et ça c'est encore l'occasion de le dire aux femmes, elle ne l'est pas. Que chaque fois qu'il y a des problèmes, dites, je ne peux pas prendre une décision parce que le chef de famille n'est pas là. Pardon, mon frère, reviens le soir, on va discuter ensemble avec le père de la maison. Absolument. Le père de la maison rentre à quelle heure? Il rentre à telle heure. Il a 19h, il sera là tout au plus. À 19h, il vient, vous vous installez. Comme tu vois, voici notre voisin. Notre enfant est parti là-bas pendant les jeux. Il a fait, ce n'est même pas la première fois. J'ai déjà puni l'enfant là, mais tu connais les enfants. Vraiment, on a endommagé la télé. La première chose, c'est les voisins, tu bois quoi? Voisin, vraiment, assieds-toi. Vraiment, tu prends quelque chose d'abord, le temps qu'on cause vraiment les enfants. Il y a des façons d'aménager. Mais quand la femme commence à ouvrir la bouche, c'est ça, justement. Donc, on a raconté l'histoire ici d'un homme qui a passé toute sa vie à déménager parce que la bouche de sa femme ne portait pas, comme on dit. Dominique Audrey, vous dites aussi ce que vous pensez, on passe à autre chose. Ce que je pense, c'est que si je m'en tiens à ce que Karine et Charmel dit, c'est que lorsqu'un enfant fait une bêtise, on doit le couvrir, ou bien on se met d'abord, on se couche avant de réprimer l'enfant parce que c'est un enfant, parce qu'il a 5 ans et que c'est à l'âge là qu'on découvre le monde. Jamais, jamais. Je connais une femme dans ma famille pour qui l'enfant qui rampe ne déplace pas le stylo parce qu'elle a inculqué ça à l'enfant à cet âge-là. Et c'est dans la maison de ses parents. Un enfant de 5 ans, par quel moyen? Par quel moyen, comment?
Des valeurs, Ça, c'est une donne des valeur. valeurs aux enfants. Bien sûr. Ça, c'est le téléphone de maman, tu ne touches pas. L'enfant doit pouvoir grandir avec ça. Je suis désolée. 5 ans. Bien À sûr. 5 ans. C'est donc justement ça. On a des Si un parents enfant de aujourd'hui qui 5 ans ne estiment vous a que non. jamais rien cassé, c'est que vous n'êtes pas une bonne maman. Bon, si vous voulez. C'est que vous n'êtes pas Je une veux bonne dire maman. que Je suis désolée. C'est relatif, hein. Ça dépend de ce que vous mettez dans bonne maman. Je pense qu'une mère, ça inculque des valeurs à son enfant. C'est aujourd'hui, on a des mères qui estiment que quand l'enfant, vous avez votre enfant verse l'eau sur le voisin, ou bien votre enfant gifle la voisine. Ouais, l'enfant, il est encore petit. Quand il va grandir, il va changer. Jamais. C'est à cet âge-là qu'on apprend à l'enfant qu'on ne fait pas un certain nombre de choses. Par Et quoi? cette- Par un système de répression sauvage. Oui, si vous voulez. Et ça marche. Dites-le. Parce qu'il l'a déjà fait. Karine. Moi, c'est mon problème là-bas. C'est le début qui m'intéresse. Bon, je ne sais pas pourquoi tu veux m'embrouiller, mais ce que je dis, c'est que la mère de cet enfant manque d'éducation de base. Justement parce qu'elle manque de cette éducation-là, elle ne peut rien inculquer de bon à son enfant. C'est pour ça qu'on a des enfants aujourd'hui qui entrent chez les voisins n'importe comment. On a des enfants qui se baladent n'importe comment parce que justement leurs parents, leur mère notamment, sont en train de ménagère. Elle avec son enfant sort pour aller chez le voisin, ne se rend pas compte. On dresse le lit, du moins dans la mesure du possible. Après, le parent va venir corriger. Il y a des enfants à qui, à 5 ans, on apprend à ne pas toucher les affaires des autres, à ne pas aller chez les autres. Et aux enfants à qui, à 5 ans, on apprend à dire bonjour aux voisins. Parce que c'est élevé, très... Je pense. Donc, ok, Karine, on va lire quelques messages. Par rapport au Oui. Congo, ça vraiment c'est un peu drôle. Le père n'a qu'à payer la télé du monsieur, c'est tout. Il faut qu'elle conseille ici. Il dérange les gens. Il a la bouche. Un autre message, cet homme n'est pas encore papa, c'est pour ça Ça qu'il veut se rien comporte de la sorte. Roi Manitou depuis Koussiri qui nous écrit ce matin. Cette dame a très mal réagi, il vaut mieux faire un arrangement et réparer la télévision. Un autre message, c'est les gens comme ça qui violent nos enfants et qui mettent des grossesses à nos femmes en cachette. Ils font parfois comme s'ils ne parlent pas ni ne voient pas, mais sont aussi venimeux que les serpents quelqu'un à qui a sonnette. Ça, c'est de Bouna qui sont nous vos écrit. femmes. Il a vu le côté mystérieux. Voilà le côté mystérieux qu'on ressort. On l'a Vous démystifié. savez que dans ce pays, les gens vivent des choses. Hein. Il ne faut pas simplifier ce que vivent certaines personnes dans ce pays. Donc, chacun a son expérience. Vous avez raconté l'histoire. Et personne ne s'est rappelé que hey, j'avais un voisin mystérieux comme ça, il m'a fait. Voilà. Donc, attention. Oui. Monsieur, il faut pousser. Parfois, vous pouvez être même chez vous. Vous êtes assis en train de regarder la télé. Un enfant entre dans la maison, il vient s'asseoir même sur le tapis. Vous êtes tellement concentré que vous ne voyez savez même pas que quelqu'un est l'enfant assis. du voisin. On a vu des enfants se balader avec les clous, laisser toutes les concessions, venir chez le voisin, essayer d'envoyer dans la prise. Je dis, ça quand vous vivez avec les voisins, ça ne vivez pas pour vous. C'est important de le préciser. Ne vivez pas pour vous. Vous vivez en communauté. À tout moment, quelque chose peut arriver. Ça peut vous trouver, ça peut trouver le voisin. Ça dépend de la configuration même de la minicité. Il y a des gens qui construisent une maison juste en laissant une légère servitude. Permettez-moi d'appeler ça servitude. Où les portes sont face à face. C'est-à-dire que dès que l'enfant n'a pas besoin de trois pas, il est déjà chez le voisin. Donc il y a tout ça qui joue. Donc on ne peut pas se dire, on va se faire des problèmes aujourd'hui, vous devez payer. Vous êtes face à face. Demain, vous ne vous saluez plus. Demain, vous ne se salue posez plus, plus. pourquoi? Ah, d'accord. D'accord. Oui, Karine. C'est pas au voisin de surveiller l'enfant de sa voisine. Il a déjà été très tolérant de supporter les casses de l'enfant. Sa voisine, c'est aux parents de l'enfant de se soumettre et de présenter leurs excuses à leur voisin Stéphane Bass qui nous a écrit ce Un matin. dernier message, rapidement. Oui, notamment, le voisin là est un bon voisin, vu que l'histoire est racontée par le père de l'enfant qui lui-même reconnaît que son fils a déjà cassé la vaisselle et les whisky, mais le gars a toujours laissé. Mais il ne faut pas exagérer, Franck, qui nous écrit ça. Ok, merci beaucoup. C'est ce qu'on pouvait dire hein, dans l'histoire de ce matin, tout en respectant les différentes sensibilités des uns et des autres. Vous savez que ici, ce n'est pas le règne de la pensée unique. On laisse donc tous ceux qui ont des avis à s'exprimer librement et de dire les choses telles qu'ils le sentent. Tout de suite, place à la colère de Charles Hamel. Je m'interroge ce jour.
sur la question de la clochardisation des artistes dans ce pays. Quand je parle d'artistes, je parle de tous, y compris ceux qui font même le gospel. Je parle aussi des musiciens, les instrumentistes. Comment comprendre le fait pour les artistes camerounais de ne pouvoir au soir de leur vie prendre considérablement charge de leur famille et de leur santé convenablement? Comment comprendre l'extrême misère dans laquelle vivent les artistes au soir de leur vie? Comment comprendre pour les artistes camerounais le fait de n'avoir pas un lieu d'expression? Ils ne peuvent pas s'exprimer en dehors des boîtes de nuit, en dehors des snack bars. Voilà le lieu désormais par excellence où sont appelés à se produire les artistes. Parce que les grandes scènes, les grands podiums sont réservés aux artistes étrangers. Comment comprendre que certains artistes à ce jour discutent encore la chambre avec leurs petits frères dans le domicile de leurs parents? Pourtant, ils ont eu toute la gloire qu'il fallait. Comment comprendre que certains organisateurs de spectacles préfèrent verser des dizaines de millions aux artistes musiciens étrangers au détriment des nationaux? Rappelons-nous du cas tout récent de Ferregola. Rappelons-nous encore du cas tout récent de Bendeka, qu'on a obligé à faire la première partie. Tout cela en dit long, comme la situation actuelle de tout couleur, la situation actuelle de Marthe Zambouengue à la route. Oui, il faut un peu parler de cela, parce qu'ils ont osé mettre leur ventre à nu, ouvrir leur ventre au public pour dire ce qu'ils vivent. Comment comprendre que malgré la percée de certains artistes sur le plan national, continental et mondial, ils soient toujours payés en monnaie de singe par des organisateurs de spectacles au Cameroun? Rappelons-nous que plusieurs artistes ont décidé d'aller plus toucher leur argent parce que lorsqu'il arrivait, pour les uns c'était 15 000, pour les autres c'était 10 000, pour d'autres c'était même 500 francs CFA, jusqu'à ce qu'on ajoute au-dessus qui te joue encore. Quelle est la base sur laquelle on travaille pour procéder à la répartition? Savez-vous que les artistes nigérians, ghanéens ou ivoiriens, occidentaux en passant, touchent généralement entre 60 et 100 millions de francs CFA, voire plus pour venir prester, faire juste 1 heure de concert, tandis que nos artistes locaux perçoivent 100 000 à 1 million cash. Tu ne veux pas, tu pars. Tu ne veux pas, tu laisses. D'ailleurs, on va te blacklister. Rappelons-nous encore du concert de Don Moen au Cameroun. Nous étions en 2014. L'artiste Don Moen avait reçu 50 millions de francs CFA pour son concert au Cameroun. Les billets avaient coûté 50 000 francs. Mais tous les artistes qui avaient chanté en première partie avant Don Moen, ils avaient reçu pour les uns 75 000. Il fallait accompagner la foi biblique, disait-on. Pourquoi lui, Don Moen, ne l'avait pas fait? Des cas comme celui-là, on peut en citer. Comment comprendre que certaines multinationales prennent sur elles de faire la promotion des artistes étrangers pendant plus de 6 mois, plaçant loin en arrière les artistes locaux? Oui, pourquoi il n'existe pas une politique culturelle dans ce pays faisant état des artistes musiciens camerounais qu'on devrait prendre en charge? Elle est belle loin, la belle époque où les artistes, grâce à certaines entreprises, faisaient ce qu'on appelait le tour du Cameroun. Comment comprendre le fait pour ces structures d'obliger les doyens de la musique camerounaise à faire la première partie des spectacles des artistes étrangers? La bêtise va plus loin. La bêtise va plus loin lorsqu'au travers des SMS, ils saturent le téléphone des clients des dites sociétés qui reçoivent une série de messages, les incitant à se procurer un pass pour le concert. Pourtant, les artistes locaux, on ne le fait pas. Rappel des faits. En 2014, les artistes camerounais sont montés au créneau pour réclamer le paiement de leurs droits d'auteur et la mise en place d'un véritable statut de l'artiste. Pour les flatter, on se rappelle, on leur avait remis 102 guitares. 5 ans plus tard, la majeure partie des artistes ont vendu leurs guitares. Mardi 20 juin 2017, on se rappelle de la situation de la chanteuse de Nostalgie associée, 2 chansons camerounaises les plus populaires de tous les temps, qui a rendu l'âme à 5h30 à son domicile à Douala. Lizati
après avoir lancé des SOS au peuple camerounais. Rappelons-nous de Axel Mouna, qui a eu un accident lorsqu'il partait toucher ses pauvres 6500 francs. Oui, il faut le dire, 6500 francs. Il a été heurté. Il a été heurté par une moto. Il a appelé à l'aide. Personne n'a même pu intervenir. Même pas l'infirmerie du Minac. C'est ainsi qu'il s'est retrouvé à Kekem. On est allé le masser à l'indigène à Kekem. Un artiste qui aura tout donné. Que dit de Dr Joker? Que dit de Wapso? Que dit d'Imperator? Que dit de Ali Baba? Pour ceux qui s'en souviennent, ils sont tous passés de vie à trépas dans une extrême pauvreté. Combien de sociétés de gestion de droits ont vu le jour dans ce pays et combien ont réussi à survivre à cause des intérêts égoïstes, la haine, les intrigues et la manipulation? Comment comprendre l'interrogation de certains Camerounais sur l'utilisation réservée à l'argent des spectacles? Dans tous les cas, les artistes continuent de souffrir. Ils continuent d'être clochartisés, à se battre, à citer le nom des personnes dans leur musique pour avoir qui 10 000, pour qui 5 000 francs, qui au moins 100 000 francs. Voilà la rentrée scolaire. Comment vont-ils faire? Parodie de parodie. Bienvenue dans un pays où les fonctionnaires sont plus riches que ceux-là qui se battent pour pouvoir le devenir. Voilà, nous sommes là clairement dans le registre des artistes musiciens camerounais, comme vous l'avez signifié, Charles Hamel, ce matin, les conditions dans lesquelles ces artistes-là vivent, mais davantage aussi, et ça c'est plus pertinent, les conditions de travail, puisque faire de la musique au-delà de l'art, de l'artiste, c'est aussi un travail, c'est un boulot, c'est un métier. Et vous l'avez dit, lorsqu'on fait les scènes dans ce Cameroun, on peut être choqué par ce que l'on entend parfois. Il y a plusieurs polémiques qui ont émaillé la condition des artistes camerounais tout récemment. Vous savez, avec la jurisprudence Ferringola, je pense, et il avait été annoncé que le tout grand, la grande icône camerounaise Bendeka était parti pour faire sa première partie, permettez-moi de dire ça comme ça, et ça avait, vous savez, suscité le courroux de nombreux Camerounais qui ne comprenaient pas comment on pouvait réduire ainsi Bendeka, l'icône qu'il est, ce qu'il représente pour les Camerounais, ce qu'il a fait, son pedigree, son CV. Donc c'est important parce que nous voyons des promoteurs culturels qui, au nom de la recherche effrénée de l'argent, oui c'est vrai, vous recherchez l'argent, vous voulez vous faire plein les poches, mais il y a des choses, des patrimoines auxquels il ne faut pas toucher. Tout n'est pas question que d'argent. Il faut protéger nos icônes. Et j'ai vu aussi des gens s'offusquer de ce qu'un artiste camerounais pouvait réclamer tout autant que l'artiste nigérien. Et les gens nous ont dit que non, un Nigérien, parce qu'il est ci, parce qu'il est ça, est plus fondé à réclamer plusieurs dizaines de millions de francs CFA pour un cachet et qu'aucun artiste camerounais n'était en possibilité de faire cela. C'est le mauvais cœur, c'est ce qu'on appelle au Cameroun le mauvais cœur. Les gens ne sont pas contents de sortir de l'argent pour les artistes camerounais parce qu'ils vont vous sortir des arguments qui ne a dormi debout pour dire que non, tel artiste, on le voit trop dans les mariages, on le voit trop en boîte de nuit, si on investit sur lui, ça ne payera pas. Vous voyez, les gens vous sortent des arguments tout à fait incompréhensibles pour justifier des choses. Et ça se voit parce que tout cela commence en haut. Vous voyez comment le gouvernement camerounais traite nos artistes. J'ai été tout récemment choqué des propos de Ngué à la route, choqué, parce que qu'est-ce que Ngué à la route dit dans la vidéo récente qui a fait le buzz, vous savez? Elle dit que le gouvernement camerounais m'a aidé parce que plusieurs fois on m'invitait à des cérémonies. Je dis mais attention, si le gouvernement vous invite à une cérémonie, c'est pas une faveur, c'est parce que vous êtes artiste et que vous avez quelque chose à faire valoir qu'on vous invite à une cérémonie et on doit vous payer un cachet conformément à votre talent, à ce que vous apportez à cette cérémonie-là. Mais sauf que nos artistes ont été plongés dans cette manière de penser que lorsqu'on vous invite à une cérémonie au Palais de l'Unité, c'est qu'on vous fait une faveur. Non, il faut qu'on sorte de ça. Et d'ailleurs, ça rejoint ce que vous dites, cette condition misérable dans laquelle nos artistes sont plongés. Bon, Robin, votre lecture. D'abord, la faute revient à nous tous. C'est une faute collective. Premièrement, c'est nous qui allons acheter les CD piratés en Dokoti, rond-point d'Edo, je ne sais pas où, voilà, en Vogumbi et tout. Oui, c'est nous qui allons acheter ces CD piratés. D'abord, c'est nous. Mais est-ce qu'on nous sanctionne pour ça?
Voilà, ça veut dire donc que je ne vais pas acheter le CD, le vrai de Ngueya La Route, je vais prendre, et voilà. Et il y en a même que vous qui avez les MP8, vous allez télécharger dans vos choses, bon, mais de manière plus sérieuse encore, non, ça c'est la première étape. Deuxièmement, en milieu des années 80, lorsque les artistes dont Charles Lamel a fait allusion, Axel Mouna, Ben Deka, Toto Guillaume, Dina Bell, voilà, le groupe des Angalewa, Pierre Didi Tchakounté, Talandré Marie, ils avaient, ils avaient fait, mais ils n'ont quand même pas abouti à un syndicat. Bon, je pense à l'époque c'était le parti unique. Ils avaient constitué un collectif qu'on a évité d'être constitué en lobbying parce que justement le gouvernement savait que si ces artistes érigent un syndicat ou un collectif fort, ça n'allait pas aboutir. Mais on les a abandonnés pratiquement pour laisser entrer au Cameroun ce qu'on appelait Kwassa Kwassa, donc la musique zaïroise, pour tuer les artistes camerounais. Et ces artistes, donc j'ai oublié le nom, et il y a même les Black Steel, ils s'en étaient offusqués et ils en parlaient tout le temps. Mais le gouvernement a dit, bon, il m'en fout, on appelle la promotion de Kwassa Kwassa. Au point où, à un moment donné, comme c'est quand même des artistes qui disent, on ne peut pas. Et l'autre chose qui s'est accompagnée de ça, c'est-à-dire qu'on fait la promotion de Kwassa Kwassa, on a commencé à fermer les centres culturels camerounais. Regarde l'histoire. Donc, l'artiste camerounais n'avait même plus un endroit où il pouvait s'épanouir, où pouvait même se rencontrer. Parce qu'on a parlé d'Ali Baba. Ali Baba, c'est un produit comment on appelait ça, de l'orchestre national. Oui. C'est des gens qu'on prenait dès le bas âge. Donc, tout était réuni. Au Chama Moudbiki, comme on l'appelle, Oncle Ochama, et tout, beaucoup d'autres. Ils les formaient. Ceux qui veulent être, Sindi Mindia, artistes musiciens, ils avaient des formateurs. Ceux qui voulaient être dans le théâtre, un certain nombre de choses, dans le cinéma et tout. Il y avait le groupe, un ensemble national qui faisait la promotion, qui formait. Et le renouveau est venu tuer tout ça parce qu'il faut donner les responsabilités. C'est ce que vous semblez dire. Le renouveau a tué tout ça. Donc, on a laissé chaque artiste commencer à se développer seul. Mais on ne peut pas le faire. L'autre chose où le gouvernement a fait, là alors c'était très fort. On a laissé ce qu'on appelle promoteurs culturels faire venir, commander les machines qui font justement les CD piratés. Ces machines passent vraiment par la douane et on les installe ici, sur des opérateurs. L'autre chose où le gouvernement a failli, c'est qu'il fallait amener les entreprises qui les encadraient à l'époque à ne pas imposer l'argent qui va dans la promotion des artistes musiciens. Vous voulez, vous pouvez être une entreprise, vous dites je vais donner 100 millions pour la musique ou pour le théâtre ou pour qui, on ne doit pas imposer. C'est-à-dire vous ne devez pas payer. À l'époque, on parlait de la taxe sur les chiffres d'affaires. Aujourd'hui, c'est ce que vous appelez aujourd'hui taxe sur la valeur ajoutée. Non, il ne fallait pas taxer, il ne fallait pas imposer cet argent. Or, au moment où ça se fait ici, en Côte d'Ivoire, ça se développe. Donc là, on construit les centres culturels partout et surtout dans les grandes agglomérations à Yopougon. Vous ne pouvez pas aller fermer les centres culturels de Yopougon, ce n'est pas possible. Que ce soit au Fouet-Boigny, au Conan Bédier ou ce qui arrive là aujourd'hui, personne ne peut imaginer fermer un centre culturel. Mais ici, on les a fermés. On les a laissés dans tout. Voilà pourquoi nous nous trouvons. Oui. Et d'ailleurs, on les a ouverts, on les a donnés les centres culturels, on les a donnés aux églises. Oui, je dis que récemment, on les a ouverts. Les églises ont donc quoi de culturel ici? Il y a un centre culturel camerounais. À Yaoundé, non? Il y en a même à Douala. Voilà. C'est où? Ce sont les églises qui les ont occupées. Non, désormais, il s'est ouvert tout récemment. La ministre Amatou Mouna a rouvert ça. D'accord. Et on fait tout. Je vous ai dit, les milieux des années 80, on fait tout pour que les artistes ne puissent pas se rencontrer. Oui. Je vous ai dit, le collectif que ces gars avaient constitué au milieu des années 80 pour monter. D'abord, ils avaient fait des disques pour combattre l'arrivée de Kwassa Kwassa. Et le gouvernement a laissé D'accord.
Donc, le gouvernement responsable, on a bien compris. Madame, Monsieur, on va s'arrêter là pour cette première partie de l'émission. Restez avec nous, on va marquer une courte pause et ensuite sur le plateau du Zénith, la deuxième partie. Retour sur ce plateau, Madame, Messieurs, Equinox Télévision, le plateau du 10-12, le Zénith de ce jeudi 22 août 2019, avec tous les grands sujets que nous mettons sur la table de manière citoyenne et républicaine, parce que nous restons respectueux des normes juridiques au Cameroun, des lois qui gouvernent ce pays. Nous sommes en avant-garde, en avant-poste du respect de ces lois-là. Nous sommes une télévision républicaine, vous devez ça le savoir. Pour cette deuxième partie, on va commencer avec vous, Karine, pour la lecture de quelques messages. Concernant la colère, je crois que le problème est tellement profond que toute une journée consacrée ne suffirait pas à questionner la situation. Je note entre autres un manque de volonté politique de faire émerger le secteur, comme tous les autres d'ailleurs. Ça frise l'esclavagisme. Le public camerounais est désormais extraverti et semble pas assez avisé et charismatique. Les promoteurs culturels sont devenus des gourous pour les artistes. Les médias sont devenus des racketteurs pour les artistes. Je continue, point d'interrogation. Que Dieu nous aide. Voilà. Alors, Chalamel, sur cette question, quel commentaire supplémentaire vous pouvez en faire? Alors, M. Eric Fopoussi, il faut dire que dans les années 70, partie 1, 70-80, chaque fête, comment on va dire, fête organisée au Palais de l'Unité, oui, on recevait tous les artistes qui avaient pignon sur rue. Les artistes au Palais, assurez-vous. On a eu à voir plusieurs artistes se produire devant le président Amadou Ahidjo, chanter, d'autres en live, d'autres en playback, faire des concerts. Ça les permettait de vivre. Chaque fête de la jeunesse où on était, qui est organisée, on s'arrangeait à mettre l'artiste au premier plan. Rappelez-vous, monsieur Eric Fopoussi, jusque dans les années 80, fin 80, je pense bien, parce que je veux fort que ça continue en 90, on a eu des artistes qui se produisaient au Palais de l'Unité. On se rappelle de Coco et Teba, Bobo, tous ces artistes qui sont produits, toutes les fois qu'il y avait des cérémonies, on les invitait, des artistes qui avaient brillé. Et il y avait ce qu'on appelait les épis d'or. Ça, c'est le tout premier. Il y avait d'abord eu le Grand Prix de la République. Voilà. Le Grand Prix de la République qui était donné par le président Amadou Ahidjo, qui délivrait le Grand Prix de la République. Ça, c'était connu. Que chaque fin d'année, le Grand Prix, tous les artistes qui sont dans tous les secteurs, que ce soit l'art, la sculpture, la céramique, la peinture, on rassemblait tout, on donnait le Grand Prix de la République. Après ça, ça fait semblant de mourir, on a eu les épis d'or qui sont revenus, on donnait les épis d'or. On a eu Ali Baba qui a eu les épis d'or, on se rappelle les 100 fantomas qui avaient reçu ces épis d'or. Après les épis d'or, volontairement, on a dit, mais il faut tout faire pour que ces artistes n'aient pas d'argent. On a commencé à tuer volontairement, monsieur, il faut poser. Oui, c'était volontaire. C'est un assassinat volontaire de la musique camerounaise. Ça a commencé avec les musiciens. Comment vous pouvez m'expliquer, monsieur Eric Fopoussi, que le Nigeria, qui à une certaine époque composait, consommait de la musique camerounaise, à travers notamment un de nos dignes fils, aujourd'hui à qui on n'a jamais su rendre hommage, Prince Nico Mbarga, Prince Nico Mbarga, qui a réussi à exporter, on n'a jamais su que c'était un fils de Camerounais, un fils camerounais, à qui on a essayé de reconnaître même, ne serait-ce que les talents. On se retrouve dans ceci que le Nigeria dit, ok, pour nous développer, il faut qu'on se ferme à la culture des autres, qu'on commence à procéder à un inventaire de notre patrimoine sur tous les plans. C'est comme ça qu'on lance l'inventaire du patrimoine culturel au Nigeria. Il commence à fouiller. On dit, telle personne se lève, je veux entrer dans le cinéma. On dit, est-ce que tu as les moyens d'entrer dans le cinéma? Non. Actuellement, nous n'avons pas d'argent. Voici ce qu'on peut t'aider. Mais si tu trouves des gens qui ont besoin d'une caution, on accepte d'être les garants pour que tu puisses tourner. Les gars ont commencé à tourner des films. Je dis bien, nous sommes dans les années 80-90. Ils ont commencé à tourner des films, stockés. Vous avez des gars qui sont entrés. Vous avez des gens comme les Fela Ramson Kuti. Vous avez une multiplicité de gars. Lorsqu'il faut sortir, le président de la République du Nigeria, permettez-moi, du Nigeria, voyage toujours avec des artistes. Monsieur Eric Fopoussi. Lorsqu'il se déplace, il est avec des musiciens, il est avec tout un orchestre qui l'accompagne. Allons présenter la culture ailleurs. Ils ont démarré cela. C'est comme ça que beaucoup ont évolué. Ils sont allés prendre un peu au Kenya. Ils sont allés prendre un peu au Ghana. Ils sont allés prendre sur toute le long, ce qu'on appelle la grande famille Atang,
parce que c'est une très grande famille. La grande Afrique, c'est tout sur la dorsale, monsieur Eric Fopoussi, de l'Afrique de l'Ouest. Ils sont allés tout prendre, ils sont rentrés. Suivez les sonorités. On a dit non, rien n'entre encore au Nigeria, il faut développer. Consommons nigérien. Les ministres de la culture qui se succèdent décident que jamais, si on ne va écouter dans les radios, monsieur Eric Fopoussi, la proportion est de 1%, 1 à 2% pour les musiques d'ailleurs. Voilà comment les gars ont décidé de se développer. Au Cameroun, on a dit non. Nous, on accepte tout. Hein. Si vous voulez n'importe quoi, on accepte. Vraiment. Vous allez dans un concert. On invite un artiste, monsieur Eric Fopoussi. Pendant que l'artiste est en train de monter, c'est avec le couplet décalé. On dit, on va accueillir tout de suite, je peux excuser, je dis n'importe quoi, Narcisse Price. Pendant que Narcisse Price monte, c'est le couplet décalé. Et l'artiste monte. Mais posons-nous les bonnes questions. Vous ne le faites pas, vous êtes blacklisté. Ça compte, vous êtes blacklisté. Ah, c'est toi qui as fait ça. C'est moi qui gère le réseau. Mon nom, c'est tel. Je suis événementiel à toi, là, je vais voir. Où est-ce que tu vas encore passer? On a vu des artistes disparaître. Quelle est la durée de vie d'un artiste au Cameroun, monsieur Eric Fopoussi? C'est 2 ans. Je peux vous citer des artistes qui ont sorti des morceaux qui ont marché. 2 ans après, on les a plus vus. Parce que les gars n'ont pas su partager le bonbon. Parce que les gars n'ont pas su faire. Parce qu'ils ont voulu réclamer. On les a blacklistés. On les a blacklistés. Ils sont nombreux qu'on a blacklistés. Et vous avez des gars, parce qu'un artiste, ça paye son loyer. Un artiste, ça s'occupe de sa famille. Un artiste, ça a un rêve. Un artiste, pour produire un morceau, monsieur il faut poursuivre, un seul morceau, vous devez rassembler les musiciens, les guitaristes, les batteurs. C'est 10 000 francs que vous donnez pour un morceau. C'est pas 10 000 francs, monsieur il faut poursuivre. En moyenne, pour un morceau, c'est 500 000 francs, c'est ça. En moyenne, c'est 500 000 francs pour un morceau. Vous avez des gars qui ont 12 morceaux. Ils font comment pour composer ces 12 morceaux? Faire un clip aujourd'hui, c'est dans les 1 500 000. Un clip. C'est dans les 1 500 000 aujourd'hui. L'artiste va prendre l'argent, ou vous avez des artistes qui font qui produisent, qui se baladent. Oh, grand Fopoussi. 1 500 000, c'est gentil. C'est gentil, oui. Oh, grand Fopoussi. Pardon, prends un peu mon CD, va écouter si c'est bon. Pardon, papa, prends mon CD. Ouais, c'est tonton ça, la main, je te cherchais depuis. Voilà, maman, qu'elle fait écouter. Trouve comment tu peux jouer. Vous voyez les artistes qui se baladent. Ils sont obligés d'écumer les snack bars, d'écumer les cabarets, parce qu'ils ont besoin. Oui, non, parce qu'ils ont besoin. On a vu des artistes qui se baladent, monsieur Eric Fopoussi, dans des bus pour proposer leurs morceaux. Vous avez ce qu'on a dit aujourd'hui, que c'est les commerçants, ce ne sont même plus des artistes. Voilà là où l'artiste est arrivé. Pendant ce temps, qui mange, ce sont ceux qui gèrent les droits d'auteur. Ce sont ceux qui sont assis, qui disent aux artistes que non, vous ne pouvez pas. C'est comme ce qu'on est en train de nous faire aujourd'hui. Pendant qu'on est en train de dire, il n'y a pas de route, il n'y a pas ceci, on nous met quoi? Le tribalisme. On nous met le tribalisme. Oh, telle personne, il est de telle ethnie. Vous voyez, ce sont ceux qui ont tout l'argent du Cameroun. Oh, telle personne, ils ne veulent pas. Vous en tuez, alors que les gars sont là tranquilles. Ils mangent, ils dorment. On se moque de vous parce que les gars ont trouvé. Non, le vivre ensemble, ça existe. On a divisé les artistes camerounais pour pouvoir manger. Comment se fait-il que quand je vous appelle, monsieur Eric Fopoussi, c'est une musique d'un Nigérian qui sonne sur votre téléphone comme musique d'attente, monsieur Eric Fopoussi? C'est pas normal. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la promotion de la musique camerounaise? Lorsqu'un artiste qui vient d'ailleurs, qui sort de notre pays, on dit qu'ils vont organiser un concert, on le prend, c'est tout le tour. C'est tout le tour. Pendant ce temps, les médias doivent aussi vivre, monsieur Eric Fopoussi. Les artistes ont des difficultés pour payer la promotion. Encore même qu'il y a des médias qui sont moins chers dans cela. Ils ne parviennent pas à payer une simple promotion à 150, 100 000 francs CFA pour un mois. Alors dites-vous bien, de quel artiste on parle? De quel ministère de la culture on parle? Lorsque le ministère de la culture en lui-même n'a pas d'événement. Il n'a pas d'événement, monsieur Eric Fopoussi. On pouvait dire, vous organisez le festival, je prends n'importe quoi, le festival Koki. Toute personne qui organise le festival Koki, vous devez avoir l'appui du gouvernement. Monsieur, vous devez prendre 5 à 6 artistes nationaux. Vous organisez le Ngono, monsieur, on vous impose. Vous voulez avoir le don du chef de l'État, le fonds d'affectation par rapport au festival, on vous impose. Vous devez avoir tant et on vous devez verser ceci à ces différents artistes. Les cachets aujourd'hui, c'est toi qui vas prendre. Oui, alors Monique, tu es où? Alors qui l'a-t-elle? Pardon, viens faire un spectacle chez moi. Il dit que grand, vraiment, là tu vas laisser 300 000. Oh, yo, toi aussi 300 000, comment? J'avais prévu tes 50 000. Viens, on va te faroter, non? Voilà comment les artistes vivent. Oui, et vous avez tellement raison, parce qu'ils font souvent ça et ils disent que on va te faroter. Vous me rappelez ceux qui m'appellent souvent pour présenter leur mariage. Et vous, quand vous donnez un portrait, ils disent que hey, juste pour parler, donc tu peux pas dire ça. Donc, les gens sont dans une disposition intellectuelle pas possible. Donc, lui, il estime que toi, tu veux chanter. Pour lui, c'est tellement simple qu'il me dit, attends, juste pour chanter 2 morceaux que tu vas faire là. Monsieur Eric Fopoussi,
Voici quelqu'un comme Ekambi Brillant. Ekambi Brillant qui est pratiquement en train de partir. On ne lui souhaite pas, mais il a déjà atteint l'âge de la respectabilité. Vous vous rendez compte que vous faites le tour du musée national, vous ne trouvez pas la première tenue de Ekambi Brillant. Voilà petit pays qui a eu un accident. Donc, petit pays, on va prendre petit pays, on va dire, bon, Kofi Olomide vient au Cameroun, petit pays va faire la première partie de Kofi Olomide, alors qu'il est une école au Cameroun, monsieur. Quelle insulte. Quelle insulte qu'on demande. Non, vous voyez jusqu'où on clochardise même mentalement l'artiste. Qu'on dise à un Bendeka qui atteint le summum de son art, on peut lui avoir tout reproché, mais il demeure une école pour le Cameroun, qu'on lui dise, tu vas chanter pour Férégola. En termes de rythme, en termes de mélomane même, c'est-à-dire de public, est-ce que Bendeka, elle a le même temple que Férégola? Il va venir, l'un pour les tailles basses, l'autre c'est les tailles basses. Il chante devant les Djobala. L'autre, attends, regardez un peu, qu'est-ce qu'on fait dans ce pays, monsieur Eric Fopoussi? Vous attendez que tel artiste est arrivé. Et l'autre truc qui est très choquant, et ça il faut qu'on le leur dise, monsieur Eric Fopoussi, c'est si ça fait des affiches. Quand vous vous baladez, vous voyez, les artistes camerounais, on les met à l'angle sur les affiches. Celui qu'on... On aurait dû. D'accord. Dominique Audrey va également dire un mot là-dessus. Oui, en quelques mots, nos artistes font pitié parce qu'on s'est rendu compte qu'au Cameroun, on marche sur la tête ici. Parce que rien ne va. Les artistes, même, ce sont ceux qui nous restent. Maintenant que dans notre pays, on n'a pas l'eau et autres. Ce sont les personnes qui nous donnent encore la force parfois de nous lever le matin. Et malheureusement, il y a un artiste qui a lancé un mouvement, la résistance. L'argent des Camerounais doit rester entre les mains des Camerounais. Malheureusement, peu d'artistes camerounais se solidarisent à ce mouvement-là. Parce qu'ils estiment que non, moi on me donne mon million. Bon, maintenant si on ne vous donne pas, ça c'est votre problème. Pourtant, le combat concerne tout le monde. On doit faire front ensemble. Parce qu'il est inadmissible qu'on donne quasiment 450 millions à quelqu'un et vous, à côté, on vous donne 500 000. Commencez à refuser. Commencez à refuser ces salaires risibles, minables, parce que c'est l'eau minérale qu'on vous offre. Ce n'est rien du tout. Vous ne pouvez pas dépenser autant dans les studios pour qu'on vous donne 500 000. Quand même, vous payez votre loyer à combien? Vous mangez quoi? Vos familles, votre santé. Arrêtez d'accepter de vous vendre moins cher. Et l'argent des Camerounais doit rester entre les mains des Camerounais. Oui, Karine, je sais que vous êtes une, on va dire, spécialiste des musiques camerounaises et que ce serait un crime de lèse-majesté si vous ne preniez pas la parole. Allez-y, prenez la parole là-dessus. Justement, par rapport à la musique camerounaise, il y a quand même deux facteurs qu'on doit noter dans le domaine du spectacle. Vraiment. Il y a d'abord le premier facteur, c'est l'économie du spectacle et l'industrie le deuxième, c'est l'industrie du spectacle. Chaque spectacle doit avoir des revenus. Ça doit avoir des revenus. Maintenant, lorsque les entreprises invitent des stars ou encore des artistes étrangères, c'est justement parce qu'ils ont capitalisé sur ça pour dire, si je devais vendre 10 avec un artiste camerounais, maintenant avec un artiste étranger, je dois vendre 100. Ce qui dérange par rapport à cela, c'est que ces mêmes entreprises n'ont jamais entrepris d'essayer avec un artiste camerounais. Voilà le problème pour moi. D'essayer d'abord avec un artiste camerounais. Il y a des artistes camerounais qui ont fait le plein du Palais des Sports. Sans l'accompagnement d'une entreprise, sans l'accompagnement d'un organisateur de spectacle quelconque. Ils se sont levés, ils ont dit on va faire un défi et on va le réaliser. Et ils l'ont fait. Maintenant, aujourd'hui, on a constaté qu'il y a un mouvement pro-camerounais qui naît. On fait tout pour l'éteindre. Encore avec les propres Camerounais. Vous voyez, lorsque vous lisez sur la toile, vous voyez que ce sont les Camerounais encore qui disent que c'est toi qui payes mon loyer, c'est toi qui payes ceci, moi on m'invite n'importe où je pars. Lorsque la campagne Deka, voilà, Ben Deka était tombé sur les réseaux sociaux qu'il ne devait pas faire la première partie de Férégola. J'ai vu des gens sortir de nulle part et dire c'est son gombo, c'est son argent, c'est vous qui payez sa maison, c'est lui qui payait son carburant et tout. Mais j'étais étonnée. J'étais étonnée parce que les gens n'ont même pas mis la dimension artistique devant. Ils ont mis la dimension financière. Un artiste n'est pas un commerçant. L'artiste n'est pas le commerçant de son art. Ce qui vend son art, c'est l'équipe. Ce sont les entreprises. Il a accepté, non, il n'a pas fait ce concert. Il n'a pas fait finalement parce que tout le monde était contre. Tout le monde était contre. C'est impossible que aujourd'hui, Ben Deka se lève pour aller faire un concert devant les enfants qui ont payé 1000 francs, 2000 francs. Ça ne s'explique pas. Parce que l'art, c'est par catégorie. L'art, c'est pas le fourre-tout. Il ne peut pas se mettre sur la même scène que Férégola devant les enfants.
Ça ne s'explique même pas. Et justement, par rapport à cela, il faut que les Camerounais apprennent à investir dans leur culture. Et dit à investir. On les accompagne, mais ils investissent. Il faut qu'en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, l'argent que vous mettez dans la culture, on n'y met pas des impôts. Oui. Les Camerounais, ils mettaient beaucoup d'argent, mais on prélevait les impôts. Or, au Nigeria, à côté, on ne prélève pas des impôts. Ok, Monsieur, très bien. Oui, vous allez ici à Fumban. En 30 secondes, oui. Vous allez à Fumban. Vous connaissez Amina Rasta? Bien sûr. Vous connaissez Aïcha Kankadou? Elle est star là-bas. Elle ne traverse pas pour Douala. Là-bas, elle est star. Mais vous ne les entendez pas. Voilà. Oui. Vous allez à Populaire. Bankim, vous allez voir des petits pays de Bankim. C'est-à-dire, il est dans le rythme, mais très populaire. D'où vient-il qu'on parle de se vivre ensemble et qu'on ne rassemble pas tout cela? J'ai cherché à voir le fichier même, des artistes camerounais. Oui. Ok, on va lire quelques messages encore, pardon. Oui, Avec Monsieur vous, Karine, Fokoussi, oui. vous avez tout dit. Concernant les artistes camerounais, je pense que ceux-ci ont besoin du soutien du gouvernement et pour honorer la musique camerounaise, nous devons soi-même valoriser celle-ci et surtout encourager ces musiciens en faisant le maximum de venir dans leurs concerts locaux. On a vu le président Ali Bongo danser, faire le rap. Normalement. On l'a vu sur scène, lui-même danser. Ok. Les artistes camerounais ont tout compris. Ont tous compris que l'État et les syndicats ne peuvent plus rien pour eux. C'est pourquoi nos artistes font de la clochardisation auprès des multinationales qui ne sont là que pour se faire du blé et tuent notre culture en invitant leurs artistes pour leur donner notre argent. Il faut que nous nous réveillions. C'est Mélie Loïc depuis Niala. Merci. On va s'arrêter là pour les messages. On pourrait peut-être, avant la fin de l'émission, avoir une autre séquence. Tout de suite, c'est maintenant. Prenons la revue des réseaux sociaux. Oui. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on va commencer par un sujet important. Aujourd'hui, dans le cadre de l'émission Bonjour chez vous sur Radio Equinox 93 FM, nous avons reçu un avocat. Il s'appelle Maître Christian Timban Mbomo, qui a parlé, il a donné son point de vue par rapport aux nominations et autres. Et voilà quelques phrases de ce qu'on a retenu de lui. Il dit que le président de la République nomme notamment aux emplois civils et militaires de l'État. Ça, c'est par rapport à la loi de 2017. Et il dit que l'État n'a pas des sociétés, que le président de la République n'est pas, ou encore les établissements publics, il a fait une différence entre les établissements publics et les entreprises publiques, mais ce qui nous a le plus intéressé, c'est le fait qu'ils nous disent que les directeurs généraux qui continuent à exercer, même après que leur mandat soit terminé, sont passibles de poursuites de justice pour possible distraction de fonds ou encore détournement de fonds publics, notamment en rapport avec les banques avec lesquelles ils sont notamment en partenariat. Il dit aussi que voilà, il dit notamment, je reprends ce qu'il a dit, il dit que dans le cas des établissements publics, étant donné que les établissements publics, on ne peut nommer un directeur que le président de la République notamment ne nomme pas un directeur général tel qu'on nomme un ministre dans une entreprise publique. Il dit que c'est de manière consensus, il n'impose pas sa direction, même s'il est actionnaire majoritaire dans ces entreprises-là. Alors, bon, on va dire qu'il n'a pas inventé la roue ce matin lorsqu'il a pris la parole. Il a juste rappelé les dispositions des lois de 2017/010 et les lois 2017/011 sur les entreprises publiques et les établissements publics. Ce qui est intéressant et ce que l'on voulait ce matin préciser de ce qu'il a dit ce matin sur Radio Equinox, c'était justement de dire que les différents directeurs généraux dont les mandats sont échus donc doivent savoir que désormais les actes qu'ils prendront sont nuls et de nul effet. Déclaration très forte puisqu'il dit et ajoute que cela pourrait les conduire devant les tribunaux dans le futur pour des cas de détournement de fonds publics et que les banques qui actuellement sont complices des transactions financières avec ces DG-là pourraient, comme vous le savez, subir le même sort. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a beaucoup de DG qui sont à limoger actuellement au Cameroun. Adolphe Moudiki de la SNH, qui est là depuis 26 ans. Yao Aïssatou de la SNI,
qui est là depuis 16 ans, Mouté Abidias du FNE, qui est là depuis 28 ans, et là Evina du cinéma, lui il a été nommé par le président Aïdjo, donc il est depuis 45 ans, le Centre national d'études et d'expérimentation du machinisme agricole. Joseph Tédou de l'INS, l'Institut national de la statistique. Depuis 2001, il a passé 18 ans à ce poste-là. Et puis Hubert D. Sambon de la NIF, 14 ans. Donc tous ces DG-là que je viens de citer, selon Maître Timban, sont DG d'abord illégaux et ensuite les actes qu'ils prennent dès à présent sont des actes nuls et de nul effet. Alors bon, Megan, quel commentaire vous en faites? D'accord, ce n'est pas selon Maître Timban, c'est selon la loi. Et il semble que le Cameroun est un état de droit. Ça veut donc dire que dès lors que ces DG-là sont forclos, leur mandat est forclos, nous sommes hors la loi. Donc, et ce que Maître Timban dit, moi je pense qu'il appelle à la citoyenneté. Il voudrait effectivement que les Camerounais soient dans un état de veille et qu'on puisse renforcer le caractère démocratique de nos institutions. Je pense que c'est ça qu'il souhaite. Par exemple, il faudrait qu'on ait toutes les institutions prévues par la Constitution et que leur procédure de saisine de ces institutions-là soit, j'allais dire, démocratique. Elle est démocratique. Et même si, par exemple, pour le cas du Conseil constitutionnel qui est là pour le moment, qu'on élargisse, ou bien alors que les citoyens qui ont la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel puissent ne plus avoir peur. Parce que le chef de l'État a un patron. Le patron du chef de l'État, c'est le peuple. Dès lors que le peuple se trouve menacé dans son épanouissement, dans tout, il peut se regrouper, se constituer partie civile et porter plainte. Pourquoi pas? Vous avez vu en France, 6 mois après l'élection de Macron que tout le monde savait, le peuple est descendu dans la rue pour lui dire que non, non, non. Donc nous devons le faire. Et je pense que avant lui, le professeur Didier Olinga avait commencé à dire une chose pareille. Mais son message était passé comme confidentiel parce qu'on a peur. Sauf que ce que dit Maître Timban, vous l'avez dit, mais sauf qu'actuellement, ces DG-là, dont je viens de citer les noms, peuvent penser que c'est d'autres experts qui sont prononcés sur cette affaire. Par exemple, le recteur, professeur Magua Ondoa, a dit clairement que le chef de l'État, de par la Constitution, n'est pas obligé de remplacer ces DG-là après 9 ans au terme de leur mandat échu. Donc, ils peuvent écouter plutôt ce sont de cloches-là et pas celui-là. C'est pour ça donc qu'il faut que les procès commencent à être intentés et que ces procès auprès des institutions soient publics. À ce moment-là, ceux qui ont la charge, soit la Cour suprême et autres conseils constitutionnels, ils vont donc, qui ont la charge d'interpréter la loi, ils vont donc nous dire. Et là, on va se rendre compte qui a raison, qui a tort à ce moment-là. Mais on ne peut pas. Regardez avec ce qui se passe là. Quand on signe une loi, on vous dit vous avez 9 ans maximum et que vous y faites 18 ans. Attendez, vous n'appliquez plus la loi. Et à ce moment, il faudrait bien... Surtout que, il faut expliquer aux Camerounais que cette limitation de mandat ne date pas de 2017, c'est en 90. Il y a une loi de 99 qui fixait déjà cette limitation. Justement. Et c'est ce que le professeur Olinga disait à son époque, s'agissant même du président de la République. Il a dit que le président de la République, même s'il a modifié la Constitution en 88, ça ne devait pas lui profiter. Ça devait profiter à son successeur. Parce que lui, il a déjà prêté serment sur une constitution qui a une limitation de mandat de 2 ans. Deuxièmement, qu'il avait relevé, je pense, c'est l'article 63, alinéa 3 de la Constitution, qui dit, même en cas de modification de la Constitution, de révision ou de modification de la Constitution, l'Assemblée doit se réunir en congrès. Et l'Assemblée ne s'était pas réunie en congrès. Donc là, quand le président de la République lui-même a piétiné la Constitution, qu'il laisse semble protéger. L'autre article, l'article 7, moi j'avais clamé ça ici, l'article 7 alinéa 4 de la Constitution, qui est la même chose que l'article 119 du Code électoral, dit que le chef de l'État, le président de la République, ne doit assumer aucune autre fonction publique élective. Mais lui, il est président du RDPC. Et lorsque vous regardez le déploiement du secrétaire général du comité central du RDPC,
On fait tout pour qu'il siège au carré des ministres d'État. Il fait quoi là-bas? D'accord. Il fait quoi? Quand le protocole d'État, quand le président est en déplacement ou quand il rentre en déplacement, on le met à côté. Il fait quoi? D'accord. À ce moment, si on veut que les partis politiques représentés à l'Assemblée nationale sont des institutions, à ce moment, on les invite, on invite les principaux responsables et on forme un carré. Donc ici, les citoyens doivent commencer à être en état de veille et pouvoir porter plainte le moment venu contre l'État du Cameroun qui n'a pas respecté la loi. Alors, Chalamel, est-ce que Adolphe Moudiki à la SNH depuis 26 ans, Yao Aïssatou à la SNI depuis 16 ans, Mouti Abidias au FNE depuis 28 ans, Ella Evina au cinéma depuis 45 ans, Joseph Tédou à l'INS depuis 18 ans, Hubert Ndé Sambon à l'ANIF depuis 14 ans, peuvent être inquiets de ce qui se passe. Je rappelle que déjà on a commencé hier à les remplacer. Il y a le DG de l'ARCEL qui a été remplacé hier. C'est lui qui a demandé. Oui. Ce n'est pas un remplacement volontaire, c'est lui qui a fait une sortie en disant j'ai déjà atteint. Oui, mais pour se sauver. Oui. Mais pour se sauver. Oui, je veux parce partir. Parce qu'il sait les risques qu'il y a à dépasser le terme. Je veux partir. Mais nous sommes tenus, M. Eric Fopoussi, par le décret. Les Camerounais sont sous perfusion, en fait les fonctionnaires camerounais sont sous la perfusion du décret. C'est le décret qui m'a mis, c'est le décret qui devrait m'enlever, M. Eric Fopoussi, on l'a rappelé. Ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. C'est le décret qui m'a nommé, il faudrait même décret qui me relève, qui m'enlève. Tant qu'on n'a pas sorti le décret, sauf que entre un décret et une loi, au nom, c'est ce que dit M. Timban, au nom de la hiérarchie des normes juridiques, le décret est bien inférieur à la loi. C'est ce que dit M. Timban. Et il dit donc que cette loi qui dit que si vous êtes en poste au-delà de votre mandat, vous êtes susceptible d'être poursuivi parce que les actes que vous posez sont nuls et de nul effet. Donc les gens risquent leur vie. Il faut retenir que nous sommes dans une république où la force n'est donnée qu'au chef de l'État. La Constitution et tout, on la respecte quand ça nous arrange. Quand ça nous arrange. Vous avez eu, on l'a décrié sur ce plateau, Bombok s'en souvient, M. Demanou, qui était à la douane, Bombok. Tout à fait. Il est resté là, l'âge de la retraite où il a déposé. Il a dit c'est le décret qui m'a nommé, c'est le même décret qui va m'enlever. Il faut que ce décret m'enlève. Voilà là où on vit. Vous avez, M. Eric Fopoussi, des retraités dans les bureaux, au ministère des Finances, au ministère de la Fonction publique. Ils sont assis, ils continuent à travailler, ils bloquent les bureaux. Mais pourquoi on ne les enlève pas? Ils continuent à gagner des marchés, on les donne les petits marchés pour régler. Mais ils sont assis dans les bureaux. Vous pensez que ce n'est pas connu? C'est connu, M. Eric Fopoussi. Vous avez des gens qui refusent de les libérer. On va le préciser, les domiciles, les voitures de fonction. Bon, pourtant, lorsque vous perdez votre nomination, vous laissez tout. Mais ils vont avec les véhicules. Ils vont avec les véhicules de fonction, ils sont dans les domiciles de fonction, ils n'équipent pas. C'est le décret. Nous sommes dans la République du décret. À 13h, vous pouvez être à la retraite. À 13h, on vous rappelle, M. Eric Fopoussi, un décret du chef de l'État tombe, on vous positionne en haut. Vous n'allez pas dire que parce que je suis à la retraite, je ne viens pas. C'est le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État, M. Eric Fopoussi. Il a ce pouvoir discrétionnaire de prendre toutes les décisions. Sauf que Maître Timban a précisé que le pouvoir discrétionnaire là est encadré par la loi. Tout à fait. Ce n'est pas un pouvoir discrétionnaire illimité. Il dit très bien parce ça peut être au sein de l'administration publique. Mais lorsqu'on entre dans des entreprises, il y a l'Assemblée générale des actionnaires, il y a le conseil d'administration. Donc même si le président de la République, en principe, si on respecte vraiment la loi et la procédure, quand il veut nommer un DG quelque part dans une entreprise, il doit se référer aux membres des assemblées générales, aux membres de l'Assemblée générale des actionnaires ou au conseil d'administration. Maintenant, ce n'est pas sa discrétion. S'il veut, il peut peser de tout son poids pour que Bombok soit nommé directeur à Arcel ou je ne sais pas moi. Mais je ne peux pas laisser là-bas comme on a fait à Camerco ici. Non, je demande pas, c'est le PCA, je ne sais pas, mais Firé qu'on avait enlevé. Non, c'est pas comme ça. Il y a également la CNPS, non, parce que je citais personnellement. Ah oui, mais là aussi, mais il a un titre foncier là-bas. La CNPS est également depuis. Il y a le DGA aussi, je pense, le DGA de la SEMRI ou de Sodécoton, qui est là depuis plusieurs années. Il faut le citer. Il y a Tradex aussi, non? Oui, tout à fait. Il a même déjà la retraite.
Il a déjà dépassé même le territoire. Non, il a Conseil national des chargeurs, voilà. Oui, donc il y a beaucoup comme ça qui sont en situation... non, bon, il y a l'article 27 de la Constitution, parce que beaucoup de gens disent que la Constitution est au-dessus de la loi et semblent ne s'accrocher que sur l'article 27. L'article 10. Non, oui, s'accrocher sur l'article 10. 8, mais sans dire qu'il y a l'article 27 là qui dit autre chose là. Il dit les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ressortent au pouvoir réglementaire. Voilà. Tout à fait. Donc, et le pouvoir réglementaire, c'est, vous savez, les décrets, les arrêtés, les instructions qui sont au-dessous de la loi. Ça veut dire que la Constitution donne au président un pouvoir discrétionnaire à l'article 10, alinéa 8, comme on peut le voir, en disant que le président nomme à toutes les fonctions civiles, aux emplois civils et militaires. Mais, sauf que il prend ces actes-là par décret. Et un décret doit, comme on le sait, être fixé sur une loi. Vous savez, prenez le décret qui nomme le DG de l'ARCEL, par exemple. Comment on commence? On dit vu les visas, on dit vu la Constitution, vu telle loi, tant. Ça veut dire que le décret se met en dessous de cette loi-là. Absolument. Et il faut expliquer ça aux gens qui ne comprennent pas évidemment ce que ça dit. Et ce matin, c'est M. Timban qui nous le rappelait en disant que non, faites attention. Un décret ne nomme pas ex nihilo. Un décret nomme avec des lois précises. C'est pour ça que vous voyez, il dit vu tel temps, vu. Je décrète qu'à partir de telle personne est. Donc, ça veut dire le président sait lui-même qu'il se met en dessous d'une loi. Donc, c'est aussi ça. Il y a également l'autre fait qui a été évoqué et que M. Timban a voulu préciser, c'est que beaucoup ont dit que le président de la République, étant maître, elle interprète la Constitution. Et il a tenu à dire qu'au Cameroun, le président de la République est certes le gardien du respect de la Constitution, mais il n'est pas l'interprète. Parce que pour interpréter et que ça fasse force de loi, il faut que ce soit d'abord ce que dit Timban, le Conseil constitutionnel ou la Cour suprême par ce qu'il appelait un arrêt de principe. Absolument. Donc voilà les deux institutions qui peuvent justement interpréter ce que veut dire tel article de la Constitution et que cela s'impose à tous. Et il a si bien dit. Donc, on voit bien que Maître Minou Sterling a publié hier sur sa page en disant que les gens veulent faire croire que le président de la République est infaillible, ce qui n'est pas le cas, puisque vous savez que dans la même Constitution, il y a la possibilité que le président de la République soit poursuivi devant la haute cour de justice, même si le Cameroun n'est pas encore mis en place pour non-respect de la Constitution. On a fait exprès de ne pas mettre en place. C'est pour ça qu'on a mis dans la Constitution que les autres institutions seront mises en place progressivement. Ok. Donc, il y a beaucoup de choses qui se disent. Donc, il y a beaucoup de DG qui sont encore en place et qui refusent de faire l'exercice qu'a fait M. Kédi parce qu'ils craignent que M. Kédi a été courageux. Il a respecté... Bon, en tout cas, c'est quand même un peu terrible de dire au Cameroun que lorsqu'on respecte la loi, c'est qu'on est courageux. Normalement, c'est la norme. C'est la norme, non? Respecter une loi ne doit pas être le courage. Donc, lui, il a respecté la loi et aujourd'hui, on voit très bien qu'il a été remplacé. D'autres DG, ils sont très nombreux dans cette situation, continuent à s'arc-bouter, à s'accrocher. En tout cas, on va dire que ce que dit M. Timban est clair. Les actes qui sont faits actuellement sont nuls et de nul effet et qu'il y a un risque, c'est que les poursuites pénales pourraient être engagées pour détournement de deniers publics puisque l'argent qui est... non, mais... Ils le savent, et même maintenant les personnes qui les placent à la tête de ces institutions savent, ils ne seront pas inquiétés. Ils ne savent pas. Je vous dis que tout un recteur d'université a publié dans Cameroun Tribune pour dire qu'ils n'ont pas de problème parce que le président peut les maintenir comme il veut sur la base de l'article 10 alinéa 8 de la Constitution. Il faut un article qui les destine. Oui, il dit que la Constitution est au-dessus de la loi et qu'on ne peut pas, qu'une loi qui vient contredire la Constitution ne peut pas. Sauf qu'ils ont oublié de dire qu'il y a un autre article dans la même Constitution qui dit que le président nomme certes, mais par voie réglementaire. Donc, donc il fallait qu'on dise ça ce matin pour que juridiquement on comprenne où on s'avance. C'est bien qu'il y ait eu ce bouleversement, ce changement à l'ARCEL. Ça montre que, évidemment, ces personnes comme M. Timban sont écoutées lorsqu'elles disent des choses, évidemment. Alors, Karine, on va poursuivre. Oui, on continue avec les récompenses des meilleurs compagnons ou le mérite. La toile s'interroge sur la présence d'un nom dans la liste des admissibilités du concours de l'ENAM.
Momo Zambou Stéphanie Paul, c'est le nom qui suscite les curiosités. Un nom qui a été reconnu sur une publication du ministre Jean de Dieu Momo le 25 septembre 2017 à 4h09. Félicitons cette dernière de son mariage. Elle est inscrite en section judiciaire, auditeur de justice en magistrature. Donc, son nom est là, 62e. Quand on remet la liste, hein, numéro 62, numéro 62, la liste là. Numéro 62, oui, Momo Zambou Stéphanie Paul. Voilà. Par ordre alphabétique. Voilà. Non, je comprends pourquoi il aime Paul. Hein. Bon. Paul. C'est la même chose. Il dit que il a suivi son chemin de Damas. Donc Paul s'appelait Soul. C'est lui qui disait ça pendant la campagne électorale, qu'il a vu le chemin de Damas. Donc, oui. Et voilà, Paul, quand il s'appelait Soul, combattait Jésus. Oui. Maintenant, et sur le chemin de Damas, il a vu la lumière. Voilà, il s'est rendu compte qu'il s'est trompé. Donc voilà. Et voilà. Et voilà, maintenant. Et comme les voies du Seigneur sont insondables, tu vois maintenant. Non, mais, sa fille commence vous savez, vraiment, on ne dit pas que sa fille n'est pas intelligente. C'est pas ce qu'on dit. Mais sauf que, vous savez, il y a comme des éléments qui se mettent en place. Il a été nommé il y a peu. Vraiment, le timing entre sa nomination. Et c'est même une fille qui s'est mariée avant. Ça veut dire que même l'école, elle ne pensait plus à lui. Les éléments. Les voies du Seigneur sont insondables. Oui, voilà. Même en retraite, vous pouvez réussir. Il y a des vocations tardives, il y a des choses qui peuvent arriver. Donc, les voies du Seigneur sont insondables. Monsieur Bachou. Monsieur Eric Fopoussi, nous sommes dans la République de la perpétuation. On fait tout pour se perpétuer, on fait tout pour se maintenir, on fait tout pour occuper la même place, même si ce n'est pas nous. La preuve, lorsque vous essayez de fouiller au niveau de ceux qui sont actuellement en place, vous allez vous rendre compte que hier, c'est papa qui est assis à cette place, hier, c'est papa qui avait telle position, aujourd'hui, je suis rentré par la voie, c'est en remerciement à ce que papa avait fait comme place aujourd'hui. Moi aussi, qu'est-ce que je dois faire à continuer d'assurer la chaîne? C'est pas aujourd'hui qu'on se plaint de ces différents pontes du régime qui ont fait rentrer des générations et des générations, on va le dire, au sein de l'ENAM. On a dit que c'était une passoire. À un moment donné, on est allé jusqu'à dire que c'était une passoire, jusqu'à ce que Joshua aussi le propose que dans sa campagne, comme qu'on le choisisse comme thème, là, il fallait qu'on dissoute évidemment l'ENAM, okay, qu'il fallait qu'on repense l'ENAM. Aujourd'hui, vous avez ces personnes qui rentrent, vous avez des jeunes qui composent depuis des années, qui ont atteint même la limite, même d'âge les permettant de pouvoir composer. Ils ont composé, mais ils n'ont jamais eu. D'accord, c'est compris, Charles. Dominique Audrey. Rien n'est impossible dans cette école si même les morts sont premiers. Moi, je vais dire aux gens qui sont des personnes singulières, des personnes simples qui n'ont personne, de ne même plus y aller, n'y allez pas, parce que vous allez rater, gaspiller puis votre argent. C'est leur chose. Laissez-les avec ça. Arrêtez non, de vous on casser la tête pour ça. Est-ce qu'on peut dire ça, non, là, Dominique? Monsieur, c'est ce que je pense. Quels sont les moyens que nous avons? Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il n'y a pas d'enfants lambda qui passent les nappes? Je ne crois pas. Un peu, quand même. Bah, en tout cas, monsieur Fopoussi, ça c'est ce que je pense. Vraiment, arrêtez. Si j'ai mon frère qui veut y aller, vraiment, je vais ça lui dire. Ça donne l'impression, justement, qu'on ne respecte pas. Il n'y a pas de méritocratie là-bas. Ça donne l'impression maintenant. Bon. Mais sauf que, non, on peut être péremptoire sur cette question. Expliquez qu'un mort est réussi là-bas. Oui. Expliquez. Bon, bref, en tout cas, madame, monsieur, continuez à commencer par la nomination de leur actuel directeur. Ça fait le chou gras ici. Comment que... Ok, donc l'ENAM, on prend les mêmes et on recommence. Alors, on termine cette revue, Karine. Oui, monsieur Fopoussi, on termine avec le Gabon. Paulette Akoli, présidente de la Cour d'appel judiciaire de Libreville, a été suspendue de ses fonctions pour avoir autorisé notamment de faire un recours ou encore pour avoir autorisé l'examen de cette déposition qui demandait notamment que le président Ali Bongo soit examiné pour qu'on sache véritablement s'il est apte à diriger le pays ou pas. Bombo Benga, je ne sais pas si nos pays africains ont jeté la honte aux chiens. Je veux dire qu'à un moment donné, quand même, on sait quand même qu'un tel acte, quoi qu'on arrive, va être critiqué. Mais on voit que les gens n'ont plus honte d'être qualifiés de république bananière. C'est quand même grave ce qui se passe là, Momo. Oui, c'est très grave, c'est très grave. Moi, je dis bravo pour cette magistrate. C'est ce qu'on attend
Et là, au moins... Mais elle est suspendue. Oui, mais c'est bien, justement. Elle resterait là, inscrit son nom en lettres d'or dans les archives j'allais même dire, de l'Afrique francophone. Comment elle s'appelle, Karine? Paulette Akoli. Paulette Akoli. Absolument. Je pense qu'on l'aurait dit. Paulette Akoli. C'est bien, ça Elle ne sera pas en position 80. C'est même bien, même si on suspend son salaire comme fonctionnaire, oui. Elle peut chercher dans l'avocature. Elle peut, je ne connais pas son niveau d'instruction, elle peut être enseignante, et qu'elle se déploie ailleurs, autrement. Elle peut devenir avocate ou être consultante dentiste. Mais déjà, l'acte qu'elle a posé, c'est à saluer. À saluer. On tire la société par le haut. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a suspendue jusqu'au 30 septembre. Après la date. Oui, après le 26 août, parce qu'elle avait prévu son audience le 26 août. Donc on la suspend entre maintenant et le 30, parce que dedans il y a le... Donc 4 jours après, elle est réhabilitée, mais autour du 26 août, on préfère la mettre de côté. Donc quand même, je veux dire qu'à un moment donné, quand on dirige un pays, on doit être au moins un peu cohérent et logique dans ce qu'on prend comme décision. Malheureusement, on ne l'est pas. Je suis d'accord avec vous, mais malheureusement, on ne l'est pas. Ça ressemble effectivement au décret dont on faisait allusion tout à l'heure. Donc nos pays, c'est vraiment des républiques bananières. On ne peut pas le permettre et il faudra le dire jusqu'à ce que les choses aillent dans le bon sens. Quand on continue dans ce sens, il faut le dénoncer et saluer ce courage, je dirais même cette témérité, parce que c'est de ça qu'il s'agit de notre sœur. Oui, Dominique Audrey. C'était prévisible, hein? Parce que ça aurait été une surprise qu'on laisse cette audience-là et que l'examen se fasse. C'était prévisible, mais comme dans tous les combats, dans toutes les révolutions, il y a des martyrs. Et elle est la femme aujourd'hui qui a supporté, qui porte ça sur elle. Mais ce qu'on va retenir, ce que moi je retiens, c'est que si on lui donne cette sanction, cette suspension-là, c'est justement parce qu'il y a quelque chose à cacher. Et c'est malheureux, vraiment. C'est vraiment malheureux. Maintenant, on verra donc si on la remplace, comment on va se comporter, puisqu'elle a déjà inscrit. Non, elle est suspendue, elle n'est pas remplacée. Non, elle ne va pas diriger l'affaire. On la suspend le temps que le procès. Le jour prévu, le procès passe et on la réhabilite. Oui, c'est ce que je dis. Maintenant, c'est lui qui va siéger là en tant que juge. On verra aussi. Là, il y aura des projecteurs sur comment l'appeler, la collégialité qui va statuer, sachant que leur collègue supérieur hiérarchique a été... S'ils ont eu le courage de faire ça, ça veut dire que la décision peut venir de n'importe. D'accord. En tout cas, on va dire que le Gabon nous parle au Cameroun. Mesdames et messieurs, on va tout de suite, évidemment, s'arrêter là pour cette revue des réseaux sociaux de ce jeudi 22 août. On va basculer au plateau B avec Immigration efficace canadienne. Nous recevons une fois de plus M. Tchagan Ziemi, Henri Simplice. Il est consultant réglementé en immigration canadienne. C'est un expert en droit de l'immigration, diplômé en droit de l'Université de Laval au Québec, ainsi que de l'Université de Douala ici au Cameroun, commissaire à l'assermentation pour le Québec et l'extérieur du Québec. Donc, il est notre invité. Il est également le fondateur de la firme Immigration efficace Canada, qui est spécialisée dans les demandes de visa pour le Canada et ailleurs. Donc bonjour à vous. Pour tout problème relatif à l'immigration ou à la citoyenneté au Canada, faites confiance à une firme spécialisée et reconnue par le gouvernement du Canada. Immigration efficace Canada vous offre une assistance personnalisée pour n'importe quelle demande de visa, de permis de travail, permis d'études, résidence permanente, y compris la procédure rapide dite entrée express. Je suis arrivé récemment au Canada par l'obtention d'une bourse d'études. Je remercie la compagnie Immigration efficace. Vous craignez d'être persécuté dans votre pays? Pas bien grave! Immigration efficace Canada vous accompagne dans votre processus de demande d'asile au Canada. Prenez immédiatement rendez-vous à notre bureau de Montréal, situé tout près de la station de métro Plamondon. Appelez au 438 797 82 82 438 797 82 82. En Afrique, Immigration efficace est représentée dans plusieurs pays, parmi lesquels le Cameroun, où vous pouvez joindre notre bureau au 696 601 769. 696 601 769. Visitez notre site web au www.immigrationefficace.com. Immigration efficace Canada, votre immigration, notre expertise.
Monsieur Tchagan Ziomi Henri Simplice, bonjour. Oui, bonjour Luc, et bonjour à tout le monde. Alors, votre entreprise est spécialisée dans la délivrance de quel type de visa? Notre entreprise, une rectification, notre entreprise n'est pas spécialisée dans la délivrance de visa. Notre entreprise est spécialisée dans l'accompagnement des personnes désireuses d'obtenir un visa. Nous sommes donc les avocats des demandeurs de visa. Donc, ça c'est la première chose à dire. Et secondo, nous faisons des visas pour travailleurs, étudiants, touristes et tous les autres permis de travail et toutes sortes de visas. D'accord. Il nous a été rapporté que l'inscription dans votre structure pour vous rencontrer ou rencontrer une conseillère n'est que de 10 000 francs CFA, contrairement à d'autres structures qui évoluent dans l'informel, mais pratiquent des prix bien plus élevés. Est-ce une preuve de votre désir absolu d'avoir des clients? Non, pas du tout. C'est simplement une preuve de la compréhension du niveau de vie des Camerounais. Donc, on veut donner la chance à tout le monde de venir se renseigner et que par la suite, les personnes ne regrettent pas forcément d'être venues et d'avoir beaucoup dépensé. Une fois que vous avez des renseignements, vous payez des prix un peu, on vous fait des prix assez normaux, mais pour le départ, on ne veut pas forcément blesser nos clients par des prix exorbitants juste pour avoir des renseignements. Donc, 10 000 francs, on trouve ça logique. Même lorsque le consultant, là, il n'y a pas de consultation VIP. En présence du consultant ou en absence du consultant, c'est 10 000 francs et les autres peuvent pratiquer leur prix, c'est leur politique. Mais chez nous, on préfère que les gens sortent satisfaits. Si après explication, vous n'êtes pas satisfait, vous direz que vous n'aurez perdu que 10 000 francs et non 50 000 ou 20 000 francs. D'accord. D'accord. Alors, en dehors de Douala et Yaoundé au Cameroun, nous constatons que vous n'avez pas de représentation ailleurs. Alors, comment les autres Camerounais désireux d'aller au Canada peuvent vous rencontrer? Ben, en effet, nous n'avons certainement pas de représentants de bureau ailleurs au Cameroun, mais nous avons des représentants. Nous avons un représentant à Kribi, en Konsamba, à Bafoussam et un peu partout. Mais notez que chaque fois que je me retrouve au Cameroun personnellement, comme consultant, je fais le tour du Cameroun pour rencontrer mes clients. Il y a 2 semaines, j'étais à Bafoussam. La demande était très forte et je repars à Bafoussam dans 1 semaine. Pour le rappeler, ceux qui veulent me rencontrer à Bafoussam doivent prendre contact avec notre bureau parce que dans 1 semaine, je repars à Bafoussam et on fait le tour du Cameroun. Mais des bureaux partout, non. Et les dossiers se font tout aussi à distance que physiquement. Donc on n'a pas besoin d'être à Douala ou à Yaoundé pour ouvrir un dossier chez nous, étant donné que tout se fait au Canada. En ce qui concerne les demandes d'asile au Canada, pouvez-vous nous donner le nombre de demandes traitées dans vos bureaux actuellement? Non, malheureusement. Le nombre, c'est un secret professionnel. On ne vous donnera pas le nombre, mais dites-vous que plusieurs personnes font des demandes d'asile au Canada, y compris des Camerounais et d'autres Africains, des personnes qui viennent des pays du tiers-monde. Des journalistes un peu plus, et ça a l'air un peu plus facile pour les journalistes, compte tenu du contexte dans lequel on vit en Afrique. Voilà. Donc, voilà. Mais le nombre, on ne vous dira pas. Si vous voulez faire une demande d'asile, passez dans nos bureaux. Ok. Alors, les étudiants à qui vous offrez des bourses d'études doivent-ils quand même bloquer une caution bancaire avant leur départ ou alors le gouvernement canadien s'en charge? Ben, avant de parler de bloquer de l'argent dans un compte bancaire, je veux toujours apporter un rectificatif parce que Immigration Efficace est une compagnie reconnue et contrôlée par le gouvernement canadien. Donc, on ne doit pas dire n'importe quoi. Nous n'offrons aucune bourse d'études, mais nous aidons nos clients dans leur processus de recherche de bourse. Immigration Efficace n'est pas le ministère de l'Éducation du Canada, ni même une agence du gouvernement canadien. Nous sommes une entreprise chargée, spécialisée dans l'accompagnement des personnes, dans tout ce qu'elles veulent faire. Donc, par contre, des bourses d'études, rassurez-vous, il n'y en a pas, il y en a suffisamment, il faut savoir les chercher. La caution, ça n'existe pas, il n'y a pas de caution pour aller au Canada. Où êtes-vous situé au Cameroun et à Montréal? Donc, au Cameroun, nous sommes situés en face, à Douala, en face de l'entrée principale de Camtel, à Bepanda, c'est très facile à reconnaître, et à Yaoundé, au-dessus de la pharmacie EMIA, tout près de l'école polytechnique à Mélène. Et au Canada, nous sommes situés plus simplement tout près de la station de métro Plamondon. Lorsque vous sortez du métro, vous avez la facilité de retrouver nos bureaux. Merci à vous, monsieur Tchagan Ziomi Henri Simplice. C'est moi qui vous remercie, espérant que
Espérons qu'on vous contacte. Vous me via recontacterez la prochaine fois. les numéros, tout à fait. Madame, monsieur, prenons interpellation sans plus attendre. Ce sont les images de Cédric Chouna et ensuite commentaire ici. Que les prochaines élections qui arrivent, que ça soit vraiment une opportunité pour tous les Camerounais et que chaque Camerounais puisse choisir librement et au choix la personne et les personnes vraiment concrètes et les personnes qui doivent gérer notre pays, notre cité. C'est ce que nous avons besoin et c'est ça qui doit concourir, qui doit participer pour un bon développement pour notre pays. Alors, bon, Benga, juste en 20 secondes, sur ce cas de compatriote, même si on a bien compris ce qu'il voulait dire. Non, c'est une interpellation. Oui. Et je pense que les Camerounais, de mon point de vue, doivent avoir deux orientations. Et la première, l'ont commencé, c'est-à-dire qu'ils peuvent se débrouiller sans tenir compte de leurs dirigeants. Et chaque fois que les dirigeants prennent même des décisions, ça les énerve davantage. Donc, il faudrait maintenant ajouter à cela ce que le conseil des gens comme le maître Ntimban et autres, c'est-à-dire l'éducation à la citoyenneté. Comme nous avons dit que nous ne voulons pas un pays qui soit à feu et à sang, donc on adopte une attitude citoyenne qui fait que lorsqu'il y a des choix lors des élections, on procède au bon choix. Mais pour la vie quotidienne, on est habitué à se débrouiller. Ok, on va lire quelques messages pour sortir, hein, Karine Santia. Message de nos téléspectateurs comme promis d'ailleurs, hein, c'est le respect de la parole donnée là. Allez-y. Par rapport à la musique camerounaise, je pense que les artistes doivent avoir un syndicat fort, premièrement. Ensuite, ils doivent chercher à se créer d'autres activités pour avoir des revenus secondaires, afin de ne pas être un crève-la-faim, parce que vous manipulez quand on sait que vous êtes pauvre. Tertio, un dicton de chez moi dit que si tu te fais piquer par un moustique, ne t'étonne pas qu'on t'écrase. Si tu te fais moustique, ne t'étonne pas qu'on t'écrase. Façon de dire que les artistes camerounais doivent d'abord se valoriser et ne pas accepter tout et n'importe quoi. D'accord. Un autre message. Oui. Le problème reste le problème de la considération populaire accordée à la musique nationale. S'il est vrai que certains artistes ont résumé leur musique à leur communauté, les maisons de promotion, d'une manière implicite, font comprendre à l'opinion publique que la musique camerounaise serait la seconde zone. D'accord. Même si ce n'est pas tout à fait ça. Merci infiniment. Même si ce n'est pas tout à fait ça. Nous avons une musique qui, on va dire, commande l'Afrique. La meilleure musique africaine vient du Cameroun. Madame, monsieur, ce n'est pas du chauvinisme, hein, c'est une réalité. Madame, monsieur, passez une belle journée sur Equinox Télévision. On se retrouve demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun qu'on aime tant.